Bonjour à tous et bienvenue dans la Friendzouz, l'émission qui parle de sexualité et de vos questionnements sur le sujet, parce que la place de la femme, c'est pas la cuisine. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Dina et d'Arietta. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Moi, c'est Arietta, bonjour. Je suis une amie d'Iris et voilà, Une très bonne amie. très bonne amie. Voilà. Donc, il y a une certaine proximité entre nous. Toujours un plaisir de discuter avec toi, en tout cas. Toujours. Et donc, Et moi, c'est Dina, donc je suis sexothérapeute et psychanalyste. J'ai un cabinet où je consulte. Je fais des interventions scolaires, des interventions dans les instituts également, de la prévention en milieu festif et de la formation de bénévoles et d'artistes sur les violences et harcèlements sexistes et sexuels. sur les lieux de travail, Sur le lieu de travail, sur les lieux festifs tels que les concerts, les festivals. J'ai travaillé auprès de Panorama, par exemple, ce week-end pour le Panorap, cet été pour les Vieilles Charrues. Et je fais plutôt pas mal de festivals, voilà, en France. d'accord. Donc, c'est les compagnies qui t'appellent pour intervenir. Je forme le personnel et les bénévoles qui interviennent sur le site et en stand. Donc, quand tu dis que tu formes, c'est tu leur apprends à réagir en Je leur situation. apprends à réagir en cas de situation, à accueillir une victime, à réagir avec l'agresseur également. Savoir ce qu'il faut dire, pas faire, pas faire. D'accord. Voilà, pour que les bénévoles soient un maximum prêts à toute éventualité, sans D'accord. paniquer. Ok. C'est hyper intéressant. Voilà, C'est hyper intéressant. Ça doit te prendre beaucoup de temps. trop, Trop. mais c'est tellement intéressant que voilà. C'est le fait Je de suis pas rencontrer prête des à gens arrêter. qui te. Le fait de rencontrer des gens, le fait d'être utile, Mhm. en fait, de se dire que les choses se passent mieux. Voilà, ça complète mon boulot en cabinet. En cabinet, j'ai des personnes avec leurs problématiques et c'est agréable de gérer aussi des problématiques plus importantes au niveau du site, au niveau de plus de personnes en même temps. En fait. Avoir du concret sous tes yeux, ça C'est ça. motive aussi, quoi. Ouais. D'accord. Et là, il y a un autre volet, c'est au niveau des artistes qui ont besoin d'être formés aussi. D'accord. Donc c'est plutôt intéressant. D'accord, ok. Non, c'est super cool. Aujourd'hui, dans notre émission, en tout cas pour la première, cette grande première, nous allons parler des seins, des bzaises, des roploplos, des boobs. Vous savez tous ce que c'est. Vous savez tous ce que c'est. Donc on va parler un petit peu de la vision que la société peut en avoir et du ressenti que chacun peut avoir. En tout cas, en tant que femme, on sait tous ce que c'est des seins. On en a tous et on n'a pas forcément le même ressenti et le même vécu avec aussi. Donc, dans un premier temps, on va juste faire une présentation bien scientifique, un peu relou de comment c'est formé, comment c'est constitué un sein. On va avoir un joli petit schéma. Donc, vous avez vu, on a des petits cœurs pour censurer. Twitch friendly. Donc, en soi, le sein, c'est de la graisse, c'est ça? Oui, D'accord. la majorité, c'est de la graisse. C'est de la graisse et il y a énormément de... Il y a des ligaments, il y a des muscles, il y a des vaisseaux lymphatiques, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent niveau connexion ici, j'ai l'impression. Et on peut voir notamment qu'il y a énormément de terminaisons nerveuses au niveau des tétons. Donc les tétons, nous savons ce que c'est aussi. Et on peut aussi avancer qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir des orgasmes du téton. Est-ce que vous saviez qu'on pouvait avoir des orgasmes du téton? Non, je savais pas. Tu savais pas? Non. Tu t'es pas posé la question parce que tu t'es dit que t'étais pas sensible? C'est ça, je pensais que c'était... c'est là, quoi, et puis... C'était là pour ça faire joli? sert à allaiter, et puis voilà. Ouais. Une question d'allaitement propre et pas forcément de sexualisation par rapport à ça, quoi. Oui. Ouais. Personnellement, j'ai jamais ressenti grand-chose, donc... Ouais. Tu t'es dit que c'était tout le monde à peu près pareil et... Moi, je me suis pas trop posé la question. Ouais. Pour les autres, j'y pensais pas trop, quoi. D'accord. Et toi, Dina? En fait, au niveau des tétons, tout dépend des personnes. Mhm. C'est un petit peu comme toutes les zones érogènes. Il y a des personnes qui vont y être très sensibles, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, et d'autres pour qui ça ne procurera absolument rien. Ouais.
J'ai cru, enfin j'ai pu lire en tout cas que, en tout cas la fonction biologique, comme on disait, c'était l'allaitement, quoi. Il n'y avait pas de doute là-dessus, en tout cas. Au début, mais on en parlait juste avant l'émission aussi, qu'il n'y avait pas vraiment de doute par rapport à ça et qu'après, il y avait une hypersexualisation qui était arrivée, mais on y reviendra. J'ai aussi eu des petits témoignages que j'ai récupérés tout le long du mois et j'ai notamment un copain qui m'a dit qu'ado, il était devenu extrêmement sensible des tétons et il s'est demandé s'il n'avait pas un problème en fait, tellement c'était sensible et il était allé voir un médecin pour qu'on lui dise qu'au final, c'était tout à fait normal. Euh, Est-ce qu'il y a une explication de pourquoi est-ce que c'est devenu sensible à ce point ou... C'est au niveau des hormones. D'accord, Il y en a certains qui en produisent plus que d'autres. Et au niveau des hormones, ça peut rendre les tétons très sensibles. Et d'accord. même chez certains garçons adolescents, on peut avoir une apparition d'un début de sein, de poitrine. Mhm. Mais dans la majorité des cas, ça revient à la normale avec le temps. D'accord, donc Mais c'est quelque chose d'assez fréquent. D'accord, c'est à la puberté vraiment que À ça la se déclenche. puberté, oui. Ça peut arriver chez certains garçons. D'accord. Donc les hommes ont des tétons moins sensibles du coup en général que les femmes ou... Pas forcément. D'accord. Pas C'est forcément. propre à chacun, c'est C'est ça? propre à chacun. C'est vraiment comme toutes les zones érogènes. On n'a pas tous les mêmes zones érogènes. On n'a pas. C'est chacun a sa sensibilité par rapport à ça. D'accord. C'est comme les personnes qui sont très sensibles du clitoris ou d'autres parties du corps, genre les oreilles, et ça va dépendre vraiment de chacun, c'est ça? Alors, on peut dire, ouais, pour les oreilles, tout ça. Mais par contre, pour le clitoris, c'est le seul organe qui est dédié au plaisir. D'accord. Sa seule fonction, c'est ça. Donc, c'est très rare que les femmes ne soient pas sensibles. sensibles au clitoris. Il y a toujours une certaine sensibilité Voilà, c'est plus ou minimum, moins. quoi. C'est ça. Mais il y en a toujours une. D'accord. Eh ben, je savais pas. je savais pas. Je ne pensais pas que c'était vraiment dédié à proprement C'est sa seule, à ça. c'est sa seule fonction. D'accord. Alors, j'avais lu aussi que la sensibilité pouvait être exacerbée par rapport au milieu dans lequel on pouvait les toucher. Donc, j'ai pu lire qu'il fallait que ce soit une ambiance très calme, une ambiance plutôt tamisée, qui inspire confiance. Et j'ai pu lire aussi que le mental avait une énorme place en fait dans le plaisir que ça pouvait apporter. Mm. En fait, le mental a une énorme place dans toute la sexualité. Mhm. Alors après, de dire qu'il faut une ambiance tamisée, etc., oui, pour certaines femmes. Ouais. Pour d'autres, par exemple, si on prend des femmes qui aiment des pratiques un petit peu différentes, comme le BDSM-K, c'est pas le calme et le fait que la lumière soit tamisée Ouais. qui va les exciter, même au niveau de la poitrine et des tétons. Ouais. Ça dépend vraiment de chaque personne. Encore une Il y fois. en a, ça va être en public, il y en a, ça va être dans une intimité. Enfin, pour la sexualité, il y a tellement de chemins différents pour chacun que on ne peut pas donner le conseil, Oui. comme le font certains magazines, de ça fonctionne sur certaines et pas sur d'autres. Ouais, oui, où on peut lire toujours plein de petits articles sur C'est oui, ça. il faut faire ça, 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 et au final, ça marche pas sur nous et on se dit qu'on n'est peut-être pas normal alors que c'était juste pas la bonne ambiance et peut-être pas les bonnes personnes aussi, quoi. C'est ça. D'accord. J'ai aussi lu, comme on pouvait le dire aussi avant, c'est les hommes aussi peuvent être très sensibles et ils peuvent aussi atteindre des orgasmes du téton, de ce que j'ai pu lire aussi avec plein de sources. J'ai pas toutes mes sources, donc c'est un peu compliqué. Et ils disent aussi que, alors j'ai lu que d'après la sexologue et psychanalyste Ève Monet, donc elle a écrit une thèse à Paris, pour faciliter l'atteinte de l'orgasme mammaire, il faut une ambiance qui favorise la relaxation et la détente. Donc voilà. Et elle dit aussi que pratiquer l'automassage de la poitrine peut nous aider en fait à repérer les zones sensibles et les techniques les plus efficaces pour la pratique, quoi. Donc ça vient avec l'entraînement. Ça peut venir avec l'entraînement, mais quand on parle, c'est caresser, ça peut être aussi pincer, titiller. C'est comme tout le reste du corps, c'est essayer de découvrir ce qui nous fait du bien. Donc, pour les seins, c'est exactement la même chose. Il y a des femmes, ça va être quand on leur pince le téton. D'autres, ça va être quand on les effleure. Ça peut être avec une plume, ça peut être avec la langue, les doigts. Enfin, voilà, c'est à explorer et à trouver ce qui nous plaît le plus.
C'est exactement comme un menu. Ouais. Voilà. Après, le problème du menu, c'est qu'on a tendance à toujours manger dans le même La ordre, même chose. la même chose. Et donc, faut pas hésiter Ben là, à... il faut passer d'un Ouais, plat à l'autre. c'est ça. On peut commencer par le dessert aussi. C'est ça. Pas de règles. C'est une très jolie métaphore, moi, je trouve. Dans la même étude, j'ai pu lire aussi que il y avait des femmes allaitantes qui peuvent également avoir des orgasmes mammaires pendant qu'elles allaitaient, et donc ça les amenait en fait à culpabiliser par rapport à ça. Mhm. Et la sexologue, donc Eve Monet, nous rassure en disant que c'est naturel et qu'il faut pas vraiment avoir trop honte de ça. C'est pas de votre faute, quoi. Il n'y a pas de culpabilité vraiment à s'infliger en mode ah ben non, mais c'était pas dans ce moment-là que je voulais avoir ce genre d'orgasme. Donc j'ai appris donc que les femmes allaitantes pouvaient découvrir cette sensibilité-là pendant l'allaitement, quoi. Et donc j'étais oh Mais à partir du moment où il y a succion, etc., puis il ne faut pas oublier que le corps est une machine. oui, c'est ça. Il y a des choses qui sont juste mécaniques, des réactions mécaniques. Donc voilà, ça peut arriver et c'est pas grave. Non, c'est ça. Faut pas se prendre la tête et Non, ça fait pas de nous des gens malsains ou quoi que ce soit. c'est ça, oui. C'est mécanique. Ouais. Et je trouve que c'est hyper important la question du mécanisme en fait, et du fait qu'on puisse culpabiliser quand il nous arrive de ressentir des sensations très plaisantes, et alors que c'est pas du tout la bonne situation ou pas le bon moment, quoi. Donc Mais parfois on décide pas, c'est le corps tout seul c'est ça, oui. qui prend le relais. C'est la nature. C'est ça, C'est notre côté bestial qui revient. c'est ça. Et donc en parlant d'allaitement, on y arrive tout doucement. Donc la question de l'allaitement dans la société actuelle est un peu complexe. J'ai envie de dire, c'est assez mal vu, surtout quand une femme allaite en public. On peut le voir dans beaucoup d'expériences sociales qui ont été menées, de la réaction des personnes autour. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est normal d'allaiter, donc je vois pas le problème personnellement. Ouais. Et puis c'est que des seins en soi, c'est pas... Mm. C'est pas des gens qui se mettent tout nus dans la rue non plus. Ouais, c'est ça. Donc, Il y a une fonction à l'action, quoi. Donc, oui, il faut bien nourrir le oui, bébé, oui. quoi. Donc, Puis si t'es allaitante et que t'as pas de biberon, je suis désolée, mais tu allaites, quoi. Si c'est ton choix, en tout cas. moi, ce que je vois sur Internet, c'est que c'est mieux d'allaiter avec... des gens qui pensent que c'est mieux d'allaiter naturellement que de donner le biberon aux enfants. Donc après, s'il y a un problème à le faire, je comprends pas trop non plus Est-ce que tu comprends le fait qu'il y ait des gens qui se sentent un peu outrés de ce genre de moment ? Non, je comprends... c'est que des seins. Je comprends pas trop le problème. Ouais. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de l'allaitement en public ? L'allaitement en public, c'est quelque chose de tout à fait normal. Après la sexualisation qu'on a fait des seins et de la poitrine, et de la femme tout court, Ouais. de voir un sein les dérange, alors que là, sa fonction n'est absolument pas de l'exhibitionnisme sexuel, quoi, ou quoi que ce soit. Ouais. C'est assez troublant. Enfin, il y a des lois qui sont passées dans certains pays, comme les États-Unis, comme l'Australie, le Royaume-Uni, où il y a une loi qui fait qu'on a le droit d'allaiter en public. En France, il n'y a pas encore, mais c'est toléré. Mais non, c'est quelque chose qui devrait être normal. Surtout que la majorité des femmes, quand elles allaitent en public, ont souvent une petite couverture d'allaitement. Ou Des hauts faits et même spécialement si elles pour, ne l'ont pas, c'est le regard qui pose problème. Ouais. C'est pas l'acte en lui-même. Oui. De toute façon, devant le sein, il y a le bébé, quoi. Donc, c'est pas comme si on voyait tout. Non. Et pourquoi on autorise un homme à se mettre torse nu et pas une femme en même temps ? On y reviendra. C'est un sujet qu'on abordera un tout petit peu plus tard. Donc ce sera par rapport à tout ce qui est médias, réseaux sociaux, tout ça. Biologiquement, c'est l'allaitement maternel, en tout cas. C'est naturel, quoi. Je suis totalement d'accord avec ce que vous avez avancé. Ça n'a aucune importance, en fait, qu'il y ait quelqu'un qui allaite à côté de soi. Même tant mieux, comme ça, le bébé, au moins, il est nourri, quoi. Et puis la question ne devrait même pas se poser. En fait. Non, c'est ça, ouais. Mais malheureusement, la question a été posée plusieurs fois et elle a fait polémique même pendant un bon moment même. Et je trouve ça un peu triste, quoi, qu'il y ait une certaine non-acceptation de ça alors que c'est naturel. Et pourtant, même quand on met une place religieuse là-dedans,
En général, la Vierge Marie, on la voit allaiter. Ouais. Le petit Jésus. Il y a des représentations Donc, même artistiques. pour les gens qui sont hyper catholiques, un petit peu... même au niveau de la religion, c'est dans l'ordre des choses. Ça n'a jamais été caché. Donc c'est assez surprenant. Et c'est que maintenant que ça choque. Ouais. Ça n'a jamais été choquant avant. Je trouve ça bizarre en fait, de voir que le sein, on peut plus le voir parce qu'il est tellement sexualisé quand on voit toutes les représentations artistiques qu'il y a eu avant. Où il y en a quand même beaucoup, ça choque pas les gens de voir des tableaux de femmes à moitié dévêtues. Quoi, donc, Ouais. Mais aussi, bref. On y reviendra. On y reviendra tranquillement. J'ai pu lire un mémoire qui a été publié en 2023, donc l'année dernière, sur l'allaitement maternel en public, expérience des femmes allaitantes de Megan Simon. Donc c'est une étudiante qui a écrit ça et c'était plutôt intéressant à lire parce que l'étude a visé 11 femmes allaitantes et les a questionnées sur comment ça se passait, voilà, et la vision et les regards qu'elles pouvaient avoir en fait quand elles allaitaient en public. Et donc sur les 11 femmes interrogées, globalement, je cite, « Elles ont une perception négative de l'allaitement maternel en public car il y a une objectification sexuelle du sein. Cela est dû à des expériences négatives subies par la majorité des enquêtés. Et ça entraîne une gêne et une anxiété à l'encontre de la pratique avec des méthodes d'évitement impactant l'enfant allaité. » Donc ça veut dire, de ce que j'en retiens, c'est il y a vraiment une vision très négative en soi de l'allaitement en public par les gens extérieurs à la situation. Et le problème, c'est que l'enfant qui pourrait être allaité en public, en fait, il se voit un petit peu persécuté par le fait que, comme les autres regardent l'allaitement maternel en public d'un mauvais œil, la femme va automatiquement se censurer, en fait. Et donc, je trouve ça extrêmement triste et plutôt alarmant, quoi, comme situation. Dès que la mère ressent un état de stress ou quoi que ce soit, l'enfant le perçoit également. Logiquement, on est censé être à l'aise pour pouvoir allaiter et se mettre dans une situation qui est loin d'être désagréable. Et quand on allaite en public et qu'on a des regards braqués sur nous, l'état de stress n'est pas agréable ni pour la mère ni pour l'enfant. Ouais. C'est pour ça que dans certains endroits, ils ont même mis des cabines oui. d'allaitement. Oui. Voilà, pour être à l'abri des regards et pouvoir le faire confortablement, installé comme il faut. C'est super. Je trouve que l'idée des cabines est très très bonne parce que comme ça, les femmes peuvent avoir leur petit cocon et tout ça. Mais je trouve ça aussi un peu triste en même temps parce que c'est comme si on donnait raison en fait aux gens. En tout cas, dans ma tête, on leur donne raison que c'est pas bien et donc faut le cacher, tu vois. C'est ça. En fait, ce qui serait bien, c'est d'avoir le choix. C'est ça. Le choix d'être soit en cabine pour être tranquille ou le choix d'allaiter en public. Mais c'est exactement pareil que pour le biberon et l'allaitement. Aujourd'hui, on met une pression aux femmes tout en sachant qu'il y en a certaines qui ne sont pas capables d'allaiter. Oui, il y en a certaines qui n'ont pas de montée de lait, par exemple. Pas de montée de lait, etc. Ou qui n'ont pas envie, juste. Et c'est exactement pareil. Ça leur met une pression de fou, où on leur fait comprendre que c'était quand même la fonction première de leur poitrine, et que si ça ne fonctionne pas, c'est comme si on avait un manquement en tant que mère, ce qui n'est absolument pas le cas. Voilà. Et ce qui est bien, c'est de se dire que c'est juste d'avoir le choix. C'est ça. J'allaite pas, j'allaite en public, ou je préfère moi-même être cachée, juste avoir le choix. En 2024, on devrait juste avoir ça. C'est ça, ouais. C'est qu'on vive notre vie et puis c'est ça. Que les autres vivent la leur et puis c'est très bien, quoi. Ce que je trouve faux, c'est le nombre de commentaires qu'on peut faire à des femmes, juste qui font leur vie, même que ça implique l'allaitement, ça implique la naissance, comment mettre au monde son enfant, si par exemple si c'était par césarienne, t'avais déjà raté ton devoir de mère, plein de choses comme ça où je me dis mais juste s'occuper de son propre monde en fait et pas de... Ouais, c'est ça, ouais. Sachant déjà que l'instinct maternel n'est qu'un mythe. Ouais. L'instinct maternel n'est pas
Être parent, ça s'apprend en fait. Donc, Tout s'apprend. Ouais. La sexualité, ça s'apprend. Mm. C'est pas inné. L'instinct maternel, c'est pareil. C'est pas inné. Ouais. On a des prédispositions ou pas. Et c'est pas pour autant qu'on ne s'occupera pas bien de nos enfants. C'est pas pour autant que les choses seront pas faites comme il faut. Donc, non, tout est une question de pression. Mais on est dans une société où on aime bien mettre des notices, ouais. Des petites recommandations. cases et il faut faire ça et ça marche pas avec tout le monde. On quoi. fait comme on peut. C'est ça. Et c'est déjà pas mal. Donc oui, il y a un tabou de l'allaitement en fait qui a été en soi développé en tout cas durant les 2 dernières décennies. Je pense que ça s'est fait vraiment un moment. intensifié il y a 20-30 ans. Je me souviens juste voir ça devait être du coup années 90, début 2000, les épisodes de Charmed, par exemple, où je crois que c'est Piper qui se fait virer d'un restaurant parce qu'elle était en train d'allaiter. Donc déjà, pardon. Déjà, il y a longtemps, c'était pas bien vu quoi, d'allaiter en public. Donc ouais, c'est... En soi, l'allaitement est devenu hyper compliqué à partir du moment où il y a eu une hyper sexualisation en fait de la poitrine en général. Alors, dans la même thèse donc, que j'ai pu lire avec Mégane Simon, on peut aussi lire que les seins sont d'abord rattachés à des objets sexuels en France, en tout cas, et que cela est probablement lié à une surreprésentation de la poitrine sexualisée, idéalisée et stéréotypée véhiculée par la société. Mais en tout cas, cette hyper-sexualisation des recherches que j'ai pu faire, il y a un tableau notamment qui est ressorti pour montrer un petit peu le moment, entre gros guillemets, où il y a l'hypersexualisation qui est arrivée. Mais apparemment, c'est ce tableau qui... Encore une fois, on peut voir une poitrine à moitié dénudée avec le nourrisson à côté, mais apparemment, ça aurait déclenché toute l'hypersexualisation qu'on peut faire aujourd'hui, en fait. Ça aurait déclenché, c'est le mouvement qui aurait amené à l'hypersexualisation vraiment qu'on peut avoir. Et on sait pourquoi ce tableau précisément En fait, le côté hypersexualisation, il est très compliqué à pointer. Enfin, c'est très compliqué historiquement parlant de pointer du doigt. Voilà, c'est à ce moment-là, mais en gros, c'est le moment où il y a de l'art qui a été fait. Et où il y a vraiment eu cette envie d'hypersexualisation et le détachement en fait du symbole de fécondité, d'allaitement qui pouvait y avoir avant dans l'art, même dans les œuvres d'église, comme tu disais, oui. Avec les peintures et tout. Et apparemment, ce tableau, ce serait une des bases, en tout cas, du moment où il y aurait eu cette envie, entre guillemets, d'hypersexualisation de la poitrine. Je vais arriver à finir ma phrase un jour. Et là, c'est peut-être aussi le fait que le nourrisson ne soit pas au sein. Peut-être, oui. Directement. C'est-à-dire qu'on voit le sein, le nourrisson à côté. Donc on imagine que oui, elle a allaité ou qu'elle va allaiter. Mais là, le sein est complètement visible. Et comme il n'est pas en fonction et qu'il n'est que visible, ouais. Pourtant, il y a quand même il y avait quand même le bébé juste à côté. Juste à côté, c'est ça qui... Ouais, mais ouais, comme il vient pas cacher la poitrine et le téton notamment, ça peut... Il en fallait pas beaucoup à l'époque, des chevilles et c'était parti. C'est assez étrange parce qu'on voit le nourrisson qui a le doigt... Oui, qui pointe. Après, j'ai pas trouvé vraiment d'analyse... Et je trouve qu'il a pas vraiment une tête de nourrisson. Non, mais les œuvres du Moyen-Âge en général, elles sont toujours un peu cursed, un petit peu maudites. Un peu bizarre ce tableau. Il me met presque mal à l'aise. Donc ouais, apparemment, apparemment. Après, mes sources sont pas forcément fiables à 100% et je suis pas une experte. Voilà, mais en tout cas, des recherches que j'ai pu faire, c'est le diptyque de, je ne sais plus, le diptyque de Melun, merci. Le diptyque de Melun qui est revenu, en tout cas, dans les conversations et donc. Parce que tout à l'heure, tu nous disais que justement, ça a l'air d'être la période à laquelle ça a commencé. La Renaissance, c'est là où on a commencé à voir la poitrine des femmes comme autre chose qu'allaitante. C'est ça. Et donc voilà, ce serait en tout cas un des points de départ de ce mouvement. Après, il y a, couplé à l'hypersexualisation, il y a aussi l'objectivation du corps qui vient un peu compléter tout ça, qui a été beaucoup amené par notamment les médias.
que ce soit animé, film, clip de musique, jeux vidéo, l'hypersexualisation, elle est partout aujourd'hui. Même dans la pub, mais surtout dans la pub d'ailleurs. Donc, est-ce que vous avez un petit avis par rapport à ce que vous pouvez voir sur les réseaux ou ce qu'on peut vous raconter ou... La poitrine des femmes, c'est vendeur. Ouais. Le décolleté, c'est vendeur. Ouais. Dans les années 80, on voit, je sais pas, des émissions qui passaient sur TF1. C'était quoi, Corico Cowboy ou un truc comme ça. Où c'était absolument pas gênant qu'à 20h, juste avant les infos, des jeunes femmes fassent un striptease où elles finissaient topless. Ah ouais. Il s'en passait des choses à la télé. Qu'on ne verrait plus aujourd'hui. Hein. Ah non, mais voilà, c'était quelque chose de tout à fait banalisé et tout était vendeur. Voilà. Ouais. On voulait vendre une voiture, on mettait une femme en petite à tenue. forte poitrine, en petite tenue. Ouais. Un rasoir, c'était pareil. Ouais, voilà, toujours. Les pubs de yaourt aussi dans les années 2000. Les pubs de yaourt où on voyait des femmes complètement nues. Ouais. Où elles sont en train de manger et elles kiffent leur yaourt. Dans quasiment toutes les pubs, au final, comme tu disais. Ouais. Ouais, la pub, c'est extrêmement vendeur. Et après, dans la musique, je sais que mes parents, en tout cas, ils me disaient oui, les Claudettes, ça avait fait scandale, elles étaient tellement sexy par rapport à ce qu'on pouvait voir. Et aujourd'hui, tu regardes, presque toutes les meufs, elles sont en haut de maillot de bain, mini short, et ça twerk. De ouf. Je ne juge pas le twerk, c'est une très belle pratique. Mais c'est juste l'image qui est renvoyée sur le moment, en tout cas, du corps de la femme est vachement sexualisée. Et malheureusement, ça marche, quoi, je trouve. C'est là où on voit que c'est assez faux. Montrer des seins pour un yaourt, c'est pas gênant. Mais montrer ses seins pour allaiter, ça pose problème. C'est ça, ouais. Il y a une certaine hypocrisie, en fait, présente. Pas un double standard, au final. Quand c'est la femme qui veut les montrer, ou même juste... Ça veut dire c'est pas ouf, mais quand c'est pour des clips, des pubs, il n'y a pas de souci, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Puis sur les réseaux aussi, beaucoup. Hein, je pense que tu dois en voir beaucoup, Arietta. Après, je vois surtout les réactions par rapport... je traîne pas mal sur TikTok. Sur TikTok et sur des TikTok plus ou moins engagés, on va dire. Et c'est la même chose que ce que vous disiez. Par rapport aux réactions que tu peux lire, est-ce que c'est plus virulent que ce qu'on peut lire éventuellement dans la presse ou... Ça dépend de sur quel compte tu vas. Sur quel forum tu arrives. Il y a des fois où, en fait, tu penses que tout va mieux, que les esprits sont plus ouverts qu'avant. Et au final, il y a d'autres où tu te dis, mais en fait, ils sont toujours dans les années 50, quoi, au moins. Ils sont restés bloqués, quoi. Ouais, non, mais c'est même presque pire que... Alors, quand tu dis qu'ils sont restés bloqués dans les années 50, c'est par rapport à quoi tu te bases pour dire ça? Pour eux, je voyais un clip comme ça tout à l'heure, justement, où la place de la femme, c'est à la cuisine, que... faut pas s'habiller trop léger, faut pas mettre des trucs trop courts, faut pas... Et puis, le travail, ça va être le travail à la maison. La femme n'a pas sa place dans la sphère publique, quoi. D'accord. J'ai pu voir une autre étude qui a été publiée en 2021, cette fois, sur 6111 adolescents âgés de 11 à 18 ans qui utilisent en tout cas énormément les réseaux pour discuter avec leurs amis, leur famille et tout ça. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur l'exposition en fait de nos jeunes têtes blondes à éventuellement toute cette hypersexualisation? Ça va avoir un gros impact sur eux quand même. C'est à double tranchant en fait. Mm-hmm. D'un côté, il y a une hypersexualisation, ils ont une vision de la sexualité, de la femme, etc., un petit peu tronquée. Mais quand on regarde les chiffres, les jeunes ont de moins en moins de sexualité. Mm-hmm. Réelle, en tout cas. Donc, c'est vraiment à double tranchant. C'est-à-dire que la sexualité existe vraiment, ils y ont accès comme ils veulent, mais ne la pratiquent de moins en moins. Mm-hmm. Donc c'est plus du parasocial que du vécu à proprement parler. Je dirais même que c'est un petit côté feignant. Ouais. Ouais. Il y a un côté feignant qui s'installe. Il y a un petit côté peut-être. feignant, c'est-à-dire qu'on a accès à tout ça, on regarde, il y a la masturbation, il y a tout ça. Avant, quand un homme voulait voir une poitrine, il
il fallait qu'il se procure un magazine pornographique. C'était Emballé compliqué. Dans son petit, sac voilà, à il dos, fallait le sac noir. cacher et tout ça. Donc déjà, rien qu'autour de ça, il y avait tout un truc très excitant. Et voilà, aujourd'hui, il allume son ordi ou il prend son téléphone. Le fait que ce soit caché à l'époque, ça a eu un impact, tu penses, à la pratique éventuellement Je pense, oui. Je pense. Déjà, quand tu vois que pour beaucoup d'adolescents, la pornographie fait foi de l'activité sexuelle réelle, ça peut mettre beaucoup de barrières à beaucoup de gens. Et ils peuvent avoir peur de ce qui va se passer. Cette question de la taille chez les femmes, la taille de poitrine, quand on voit les poitrines à la télé, qu'on est adolescente, on se dit, mince, j'ai pas assez. Mince, on a j'ai même trop, Comment ? ou mince, j'ai trop, je suis Ou pas même faite trop, comme... c'est ce que j'allais dire. C'est ça, ouais. Ou même pas trop. la bonne forme. Il y a aussi. C'est ça, pas la bonne forme. On imagine qu'il y a la paire de seins parfaite. Ouais, c'est ça. Et tout le reste n'est pas bon. Et il y a de plus en plus d'adolescents qui demandent des réductions mammaires. On pense souvent au fait d'avoir envie d'avoir de plus gros seins, mais il y en a aussi qui demandent d'en avoir des plus petits. Donc, parce qu'elles ne sont pas dans la norme. Ouais. Donc, c'est par rapport en tout cas à l'hypersexualisation, il y a un espèce de conditionnement qu'on nous a un petit peu fait vivre, en tout cas durant les dernières années, en mode mais c'est normal de voir ça, mais en même temps, on nous demande d'avoir le même corps de modèle. En fait, c'est juste pas notre travail d'être belle. Que c'est même pas forcément atteignable non plus. Non, c'est pas Parce que forcément même des atteignable. fois, ces modèles-là, elles ont pas ce corps-là non plus dans la vraie vie. C'est pas tant le fait qu'ils aient plus accès au réseau, non, au porno, les ados qui m'inquiètent, c'est vraiment de voir tout cet idéal de beauté que nous, on avait aussi quand on était plus jeunes. Avec les clips, surtout. Ouais, où la femme, elles sont très très belles. Moi, je me souviens de Britney Spears dans Baby One More Time. Moi, je me disais, vas-y, quand j'aurai son âge, je serai pareil. Résultat, je suis un gnome. Je suis très contente d'être un gnome, en vrai. Genre, je suis contente. C'est de pouvoir avoir plus de diversité, je pense, de représentation. Oui, c'est ça. Qui aiderait... on se dirige un peu vers là, mais... Il y a encore un peu de chemin, mais en tout cas, les langues se délient peu à peu pour dire, en fait, les diktats de beauté que vous nous avez donnés depuis les années au moins 2000... moi, je me rappelle des années 2000 parce que je suis née en 99, donc c'est un peu compliqué de voir avant. Mais en tout cas, des standards que j'ai pu voir, il y a eu quand même une petite évolution des visions des corps qu'on pouvait avoir. Et on est en plutôt bonne voie, moi, je pense. Donc c'est plutôt cool. J'espère. J'espère aussi. J'espère sincèrement. En fait, dès qu'il y a eu l'apparition des médias, c'est là où ça a commencé. Et je vais même pas dire qu'on nous le demande, mais c'est fortement suggéré. Ouais. Et les femmes ont tendance à le prendre. Parce que c'est pas dit qu'il faut faire du 95D. C'est pas dit, c'est suggéré. Ouais. Mais les femmes, voilà. Moi, je sais que je suis un petit peu plus vieille que vous, même carrément. Mais nous, c'était les magazines. Quand on avait des jeunes filles qui étaient anorexiques, les médias pointaient du doigt les magazines en disant « Vous nous mettez que des mannequins qui font du 34. » Et donc les jeunes filles... Ça a toujours été. À partir du moment où il y a eu une visibilité, ça s'est mis en place. Ouais, il y a c'est notre rapport à l'image, en tout cas de nos corps personnellement, a été complètement biaisé par rapport aux médias en général, comme tu disais, les magazines en plus, parce que c'est vrai, j'ai pas parlé des magazines, mais j'ai pas connu les magazines. Non, ça a commencé par ça. C'était les magazines qui étaient mis en cause. Après les clips, après les films, les pubs, enfin et tout ça. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, TikTok, etc. Mais ça a toujours été. Mais c'est surtout, moi, je pense que changer les médias, changer TikTok, etc. On le fera pas. C'est vraiment plutôt aider la femme à changer sa vision de son corps, sa manière de l'appréhender plutôt. Ouais. Parce que le souci vient de là. C'est pas de la faute A, c'est pas de la faute 2. C'est juste que notre vision, il faut la modifier par rapport à ça. Tout à fait. C'est compliqué. Je pense que c'est très un peu compliqué
d'essayer en tout cas de changer la façon dont on pense, parce que comme on nous a inculqué tout le long qu'il faut penser comme ça, il y a une internisation. Oula, Oui. c'est ça. Hein, Oui. Internalisation. Pardon. Il y a une internalisation de tout ce qu'on a pu nous matraquer, de faut être comme ça, faut penser comme ça. Si tu penses pas comme la société le veut, en fait, t'es juste bizarre et tu rentreras jamais dans le moule et tu seras une ratée. Et faut vraiment faire évoluer toute cette pensée-là, quoi. Rien que le fait de leur dire qu'on peut pas être belle et intelligente. C'est ça. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est débile. Aujourd'hui, on voit bien que non. Mais ça reste quand même Ouais, dans la tête de beaucoup de femmes. Ouais. Il y a toujours la petite voix qui vient D'ailleurs, nous dire. on peut regarder l'exemple. Souvent, on est gêné de se mettre en maillot, etc. On se dit que les gens vont nous regarder si on est à la piscine, à la plage. Et on se rend compte de quoi? Les seules personnes qui nous regardent réellement, qui nous scrutent, c'est les autres femmes. Ouais. Pas mais juste pour se comparer. Parce qu'on a cette pression et on se dit... Mais c'est plus les femmes qui se regardent entre elles. C'est vrai, ouais. Et puis on se juge un peu. Hein. Après, les autres, je sais pas, mais je trouve que c'est un peu compliqué de pouvoir expliquer ça à certaines personnes. Parce que du coup, c'est pas, comme tu disais, c'est pas... Il n'y a pas des règles claires, on doit être comme ci, comme ça. Et c'est juste l'intériorisation. Et du coup, en fait, c'est dur d'expliquer pourquoi on a ce mal-être. On dit, juste te compare pas, mais en fait, c'est plus compliqué que ça, quoi. C'est très complexe, oui. Même régler le problème, c'est même limite utopiste, quoi. Mais il faut y croire un peu. Après, j'ai l'impression que les ados sont... Bon, après, ça dépend d'où, mais sont peut-être un peu moins dans le jugement que ce que moi, j'ai pu ressentir à l'époque de la part de mes camarades. Mais il y a toujours beaucoup de harcèlement, qui est lié souvent au poids, au physique. Donc, le physique, c'est ce qui revient le premier, en général. Oui, c'est... Surtout au collège. C'est rarement sur autre chose, au final, parce que ça commence très tôt. Ouais. Il y a un bouc émissaire qui est, entre guillemets, désigné, et puis tu la connais pas, cette personne. Et donc, c'est... Je sais pas si ce sera possible un jour de totalement... s'en détacher. Ce serait bien, hein, mais est-ce que ce sera possible, c'est une autre question, quoi. Moi, bien s'entourer, quoi. Mais... Ouais. Mais moi, mon collège, il s'est bien passé, en tout cas. Bon, on m'a fait des réflexions et j'ai fait... Je m'en fiche, je fais ce que je veux. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est la bagarre. Après, je pense que ça dépend des personnalités des gens aussi. Je pense aussi. T'as plus une personnalité, tu vas pas t'écraser non plus, donc... J'ai plus envie, en fait. C'est surtout ça, c'est j'ai plus envie. Arrivé à un moment, j'ai plus envie de vouloir me conforter à ce que les autres voulaient éventuellement vraiment de moi. Et j'ai fait, c'est un peu ma vie, je fais un peu ce que je veux et genre voilà, quoi. Après, si je fais vraiment des bêtises, n'hésitez pas à me le dire, mais, mais sinon, surtout le collège, c'est le moment où on teste un petit peu, j'ai l'impression, ce qu'on peut endurer, ce qu'on peut pas endurer, ce qui va vraiment nous blesser après. Et ça pose vraiment des bases de complexes qu'on peut avoir. C'est la période où tu te construis vraiment, donc c'est là où... Puis tu absorbes tout, justement, ce qu'on disait, tous les réseaux sociaux, tout ça. Et après, c'est dur de changer ça, d'inverser... D'inverser la façon de penser, quoi. Mais ouais. Bon, ouais. Et toi, ton collège, il s'était bien passé? Ouais, il s'est bien passé. Non, rien à redire. Rien à redire. Non, je faisais du foot. J'étais pas du tout sexualisée. Ouais. Quand j'ai commencé à avoir la poitrine, je la bandais pour pas qu'elle se voie. Sinon, c'était pas pratique. Ouais. Et j'étais dans dans une équipe mixte. Donc, oh, c'est cool, ça. Donc, mixte, j'étais la seule fille. Mais... donc, non, mon collège s'est bien passé, en fait. Parce que j'ai... c'est étrange de dire ça, mais j'ai tellement ignoré mon passage de l'enfant à la femme que ça s'est plutôt bien passé. Ouais. À un point où même mes potes... j'ai un souvenir
d'un copain à moi de collège qui m'avait appelé avant la Saint-Valentin. Oh. Donc, moi, à mon époque, c'était téléphone fixe. Hein. Il m'avait appelé avant la Saint-Valentin. Il avait une petite copine. Et il m'appelle en me disant « Ouais, c'est bientôt la Saint-Valentin. Et je vais te demander qu'est-ce que je pourrais lui offrir. » Je lui dis « Bah, je sais pas. » Il me dit « Dis-toi, si t'étais une fille, t'aimerais avoir quoi ?» Et c'est là où j'ai réalisé, en fait, que... T'avais perdu le statut un peu... Oui, j'avais carrément perdu. Quand il y avait des gens qui leur disaient « Oh, Dina, elle est plutôt pas mal. » Et ils étaient vraiment hyper... Mais c'est un pote. Donc en fait, pour pas être sexualisé comme ça, faut être un peu Garçon one of manqué. the boys. Mais je crois que c'était... Inconsciemment, j'ai dû trouver cette solution. J'ai un peu le même ressenti parce que j'ai fait vraiment beaucoup de sport et moi, ma poitrine a commencé à pousser plutôt tôt. Et en fait, le fait de faire du sport et de me comporter un peu comme un garçon, moi, ça m'a permis un petit peu d'éviter toutes les mailles du filet et on m'a jamais vraiment embêté par rapport à ça. Ça dépend quel sport tu fais aussi, tu vois. Moi, je faisais du sport de Parce combat. que moi, je faisais de la danse, c'était très féminin. Mais moi, je faisais du judo. Et, Mais c'est karaté et foot. Tu vois. Ouais. Et puis, arrivé au lycée, option sport, donc qu'avec des mecs encore. Et résultat, j'ai jamais vraiment eu de problème par rapport à ça. Je me suis être poursuivie par un camarade de classe. Oh. Tu vois, mais après, c'était... ça m'a pas autant choqué sur le moment que si je voyais, par exemple, des gamins faire ça maintenant. C'était un peu bête et méchant, quoi. Il n'avait pas l'intention vraiment de blesser. Il s'est dit, c'est marrant sur le coup. Non, oui, c'est ça. Mais après, c'était il y a quand même pas mal d'années aussi, donc on n'y pensait pas pareil, quoi. Et puis l'idée du consentement n'est plus... L'idée du consentement a bien évolué, ça, et ça, c'est cool. Maintenant, si un garçon, un jeune homme touche la poitrine d'une femme, c'est plus le même... c'est plus le même Moi, j'ai des souvenirs de certains types qui faisaient la magnifique blague de fait camion et poète. Aujourd'hui, ça passe plus. Ah non. Il y avait même un truc que j'avais trouvé très violent. À l'époque, on demandait à des jeunes filles de s'asseoir et de s'asseoir sur leurs mains, leur disant on va te faire un tour de magie. Donc quand elles s'essayaient, elles mettaient leurs mains en dessous, sous leurs fesses. Donc en fait, elles avaient leur poids. Il y en avait un qui appuyait sur les épaules et un autre qui touchait la poitrine. C'est-à-dire qu'elles ne pouvaient pas bouger. Aujourd'hui, c'est de l'agression sexuelle. Ouais. Avant, ça faisait rire. Puis il n'y a pas très longtemps, c'est quoi, il y a quelques semaines, je crois, il y a la notion de consentement qui a été ajoutée au code pénal. Ouais. On a un grand espoir pour, mais c'est pas encore le cas. C'est pas encore fait ? Non, ça serait bien qu'elle le soit. C'est en discussion alors pour le moment ? Là, je pense qu'au gouvernement, ils ont d'autres trucs en priorité. En tout cas, c'est une demande qui est faite. Ouais. C'est une demande qui est faite. Et puis avec le procès qui est actuellement, voilà, on se rend bien compte que la notion de consentement a quelque chose de très important. Mais non, c'est pas encore. Affaire à c'est pas suivre. encore acté, quoi. Ça viendra. On espère. L'IVG est rentré dans la Constitution, donc ça c'est bien. C'est déjà on ça. a l'espoir. Ouais. À petits pas. On avance à petits pas. Et oui, j'ai lu aussi. Ça, c'est une émission que je regarde sur YouTube. C'est sur la chaîne de Arte. C'est une émission qui s'appelle Libre, qui parle de sexualisation. J'ai pu te la montrer vite fait. Ça parle de sexualisation et de questions vraiment très très intéressantes. Si tu connais pas, en vrai, va regarder. C'est vraiment cool. Je connais pas, je vais jeter un œil. C'est super cool. Je te montrerai après si tu veux. Et dans un des épisodes où ça parle notamment de l'importance des fesses dans la société et de l'évolution de la vision de la société par rapport à cette image. Il y a en 2011 un officier de police de Toronto qui a déclaré que les femmes devraient, je cite, éviter de s'habiller comme des si elles ne voulaient pas se faire agresser. Je vous laisse sur cette phrase. C'est un peu violent. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'à Toronto. On n'a pas besoin d'aller jusqu'à Toronto, non. Mais ça a fait un énorme tollé sur le moment, en tout cas quand ça a été prononcé, parce que c'était à la suite d'une agression qui avait été faite. Je crois que c'était dans une boîte ou un truc comme ça, et la femme était partie porter plainte. Et pendant comment ça s'appelle L'interview. Ouais, c'est l'interview en gros des policiers. Il a déclaré ça, et donc au Canada, ça a pris une ampleur qui a gagné même les États-Unis, et donc il y a un mouvement qui a été créé après par rapport à ça. C'est Free the Nipple qui est arrivé un petit peu après c'est un petit peu un découlement de
de ça, quoi. Donc c'est plutôt cool et c'est un peu violent comme phrase. Et en fait, cette phrase, elle m'a un petit peu interpellée parce que il dit s'habiller comme des... Et donc je me dis, en fait, on les couvre pas, ça pose problème. On s'habille, ça pose problème. Faudrait savoir peut-être à un moment trouver un juste milieu, quoi. Je crois que sous ce genre de phrase, c'est surtout le fait qu'ils se disent elle s'habille de manière provocante qu'elle assume. Ouais, c'est ça. C'est une question de... C'est ça. On en est toujours au point de la femme qu'on épouse et la femme qu'on baise. Voilà. Ouais. Dans la tête de beaucoup de gens, c'est ça. Je trouve ça hyper infantilisant pour les hommes aussi, parce que ça veut dire qu'ils peuvent pas se contrôler quand ils voient un peu trop de peau. C'est pas pour rien que presque tous les débuts d'été, en tout cas sur les réseaux, t'as toujours des hommes qui viennent dire non, s'il vous plaît les gars, par contre les femmes là, il commence à faire chaud, elles vont mettre des robes, vous comportez pas comme des animaux. Donc ouais, il y a une infantilisation, mais après c'est l'éducation, je pense. Une éducation qui a manqué peut-être à un moment et ils se sont pas plus penchés sur la question et ils ont pris ça pour acquis. Et... Après, c'est pas forcément les parents, ça peut être plein d'autres choses aussi autour. Enfin, les médias, justement. Et justement, c'est pour ça que je dis éducation. Oui, et je en cite général, pas les parents, parce que des fois, les parents, ils font le max qu'ils peuvent et malheureusement, c'est pas suffisant, quoi. Donc, je tiens quand même à dire qu'il y en a aussi qui sont hyper respectueux. Moi, quand j'interviens dans certaines classes et qu'on discute, je leur parle du consentement. Je leur demande si, pour eux, le fait qu'une femme ait une mini-jupe, si c'est une invitation. Il y en a qui sont sincèrement choqués que je puisse poser la question. Et ils répondent que non, on s'habille comme on veut et que... Donc, voilà, on va quand même... Malheureusement, c'est les cas un peu... dans certains milieux, sur un truc un peu mieux. Maintenant, le consentement, la majorité des jeunes savent déjà ce que veut dire le mot, ce qui n'est pas toujours le cas des trentenaires ou des quarantenaires. Je parle même pas des cinquantenaires. Mais voilà, c'est une question de culture, c'est une question de tout ça, c'est historique tout ça. C'est historique, c'est pas, c'est ce qu'on leur a appris, c'est ce qu'on leur a permis d'autoriser à croire. Et je vais même revenir sur un truc qui peut peut-être être choquant. Mais quand parfois on raconte qu'une jeune femme s'est fait agresser ou violer, j'ai déjà entendu, moi, des femmes dire « Et comment elle était habillée ?» Ouais. Eh ben, c'est choquant aussi. C'est pour tout le monde, en fait. C'est pour tout le monde. Ouais. Il y a beaucoup de personnes, et quand je dis personnes, c'est aussi bien hommes ou femmes, qui restent encore sur cette image de « Ah ouais, mais quand tu sors, fais un effort, cherche pas non plus. » Ouais. Je trouve ça même des fois, pour moi, plus choquant que ce soit une femme qui fasse ce genre de remarques. On est censé serrer les coudes, quoi. Oui, on est censé. Mais c'est l'éducation qu'on a reçue. En fait, souvent, c'est la maman, quand la jeune fille sort, qui va dire « Non, mais mets quelque chose de plus long. » Mais c'est parce qu'elle n'a pas envie que sa fille subisse. Elle sait ce qu'elle est, elle sait ce qu'elle a peut-être subi ou c'est ce qu'elle a vu. Donc, en fait, c'est exactement comme « Mets ton bonnet avant de sortir, il fait froid. » Ouais. Tu vas attraper un rhume. Évitons les risques, quoi. Ouais. Et c'est ça, en fait, qui devrait être modifié. Déjà, nos mamans nous mettent dans cette position de « faut que tu fasses attention à ce que tu mets, faut que tu fasses... » Je pense qu'elles savent aussi qu'il va y avoir du jugement Bien de sûr. la part des gens qu'elle va croiser, et puis pour essayer de protéger, mais même... Mais c'est de la protection, en fait. Mais rien ne justifie ce genre de réflexion, rien du tout. Que ce soit n'importe qui, en plus. C'est ça. Gardez vos réflexions pour vous. Mais il y en a qui font du... Enfin, j'adore ma maman, hein. Mais je sais qu'elle me l'a beaucoup répété quand j'étais plus jeune et que c'était... t'as vu comment t'es habillée, quoi. Et je sais que c'était pour moi, mais les remarques, au bout d'un moment, t'es là, en fait, s'il n'y a rien qui déconne vraiment dans comment je suis habillée, ça sert à rien de me faire une remarque, quoi. C'est comme quand on est allé voir ta grand-mère et elle t'a dit « Oh, t'aurais pu faire un effort, t'aurais pu mettre des jolies chaussures avec ta robe, faire comme ta copine, là. » Laisse-la mettre des dos. Moi, c'est mamie, quoi. Ouais, oui. Ouais, on part de ce principe-là. Faut pas mettre de jupe et des fois, sois un peu plus féminine, mets-toi en robe. Ouais, c'est ça. Mais des robes pas trop courtes, faut qu'elles soient d'une certaine longueur. Attention, pas trop de décolleté. Hein. Donc, en fait, l'éducation, à la base, c'est aussi ce que nous
nous donne notre maman, notre grand-mère. C'est ça. Notre entourage c'est ça. En général. C'est très rare d'entendre une maman dire à sa fille « Habille-toi comme tu veux. » Il n'y a pas de raison que. Bah non, tu fais ce que tu veux. Genre. C'est des vêtements, hein, c'est pas grave. Enfin... Ouais. Je sais pas si on dit la même chose aux hommes aussi. Habillez-vous différemment. Si on... Je l'ai jamais entendu. Moi, j'ai déjà entendu « Mets un pantalon propre. Il y a un commentaire Change tes chaussettes. » On fait attention à nos filles parce qu'on sait qu'il y a des tarés partout. C'est ça. C'est exactement ça. Et les tarés au pluriel. Après, partout, est-ce que... Je pense qu'il y en a toujours eu, mais il y a eu un petit peu une exacerbation de tout ça avec l'internationalisation des médias et tout ça, où on parle... voilà, il y a telle personne, c'était son cousin, il y a telle personne, c'était son voisin. C'est souvent dans la sphère privée, de toute façon. Aussi. Il y a une situation de danger la qui famille, est un peu omniprésente, quoi, maintenant. Est-ce que c'était le cas avant? Ça, je le sais pas. Je pense que si. Je pense que c'était exactement pareil. Ouais. À part que, merci, aujourd'hui, on sait qu'on peut en parler. Aujourd'hui, on se met sur les réseaux ou dans les médias, on voit qui a violé, qui a agressé des gens célèbres, des gens très visibles, des gens qui sont censés être bien. On entend parler d'inceste. On sait que c'est quelque chose de pas normal. On sait qu'il y en a qui en parlent. Il y a des gens très médiatisés, des sportifs, etc., qui en ont parlé. Et donc, voilà, ça libère la parole. Le mouvement MeToo, enfin, plein de choses comme ça, où en fait, les gens, maintenant, parlent. Pas encore assez, pas encore complètement, mais plus. Donc, je pense pas que le nombre de tarés est augmenté. Mais ce que j'espère, c'est que le nombre de personnes victimes qui se donnent enfin le droit de parler le font. Et non, je vais pas dire plus peur, mais ont moins peur d'être jugées. En tout cas, elles sont plus toutes seules. Oui, c'est ça, c'est le sentiment de solitude. Parce qu'il reste quand même... Je voyais quelqu'un qui parlait de l'avocate aussi, d'un des accusés dans l'affaire Pellico, et en fait, il y a des commentaires qui reviennent sous ce genre de choses, où ils doutent tout le temps alors qu'il y a des preuves. Oui, on va toujours douter de la parole. Après, je veux bien comprendre la présomption d'innocence, tout ça, mais moi, je sais pas si j'oserais en parler sur les réseaux sociaux, parce que justement, il y a des commentaires qui sont tellement... Mais en fait, c'est juste méchant pour être méchant, presque. Donc... Je crois que humainement, moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Après, il y a des gens, c'est leur deuxième vie, être un troll jusqu'au bout. Là, on se dit qu'il y a quand même des images, des photos, des vidéos et des gens qui arrivent encore à remettre ça en cause. Ouais. Bon, qui retournent dans leur petit monde de complotistes. Retournez dans votre grotte. Il y a aucun souci. Enfin, moi, je me dis, ces gens-là existeront toujours et il serait peut-être temps de ne plus leur accorder aucune importance, aucun intérêt pour que, voilà, en fait. Qu'on puisse continuer à avancer, peut-être, ce serait pas mal. Ce serait bien. L'humanité entière, qu'on avance, ce serait cool. Tu nous disais donc qu'il y avait, que la parole était en train de se délier et que c'était super cool. Est-ce que tu connais des groupes dans le coin de parole par rapport à des situations particulières ou non, sur le mal-être, sur les violences que tu peux subir? Est-ce qu'il y a des groupes de parole dans le coin? Est-ce qu'il y a des numéros de téléphone que tu connais? Alors, il y a des numéros de téléphone qui sont nationaux. Dans le coin, à Morlaix, tu as le CIDFF, qui aide quand les femmes ont été agressées. Il y a une juriste, il y a même des juristes, etc. Il y a aussi une association, la Lanterne, qui est à Morlaix. Il y en a une autre, c'est la Marée, je crois qu'elle est du côté de... Voilà. Après, il y a moyen de trouver tout ça sur Internet, d'avoir toutes les informations. Là, je suis désolée, j'ai pas tous les numéros en tête. Pas de souci. Mais pour ceux qui sont pas à l'aise à l'oral, il y a une possibilité de pouvoir demander ces infos par texto. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Et je vais dire encore que ce n'est pas assez. Oui. Il commence à y avoir de plus en plus
de gendarmes, de police qui commence à être formé correctement. Donc voilà, j'en ai rencontré quelques-uns qui ont une bonne formation, qui savent accueillir, ça évolue tout petit. Petit pas par petit pas. Voilà, on y va doucement, mais sûrement. Ouais. Il y a des applications aussi maintenant pour, genre, en tant que femme pour s'entraider quand on marche toute seule dans la rue la nuit, par exemple. Et il me semble qu'il y a l'application Flag aussi, où c'est aussi pour les violences LGBTQ+, où tu peux envoyer quelque chose de totalement anonyme et tout pour dire que tu as subi telles agressions, telles violences. Oui, t'as Sorority aussi. Je pense à celle-ci, justement. Voilà, t'as Sorority où quand t'as un souci, tu marches, voilà, et en fait, ça te géolocalise les gens qui se sont inscrits et quelqu'un peut intervenir. Oh, c'est cool, très vite. Et pour avoir ton compte, il faut que tu mettes ta carte d'identité aussi pour donc ton identité prouver que tu es vraiment... quoi, ouais. Et... Sinon, tu n'as pas de compte, tu peux rien faire dessus. Il me semble. Ok, putain, c'est super cool. Ah, les avancées technologiques. C'est cool qu'il y ait vraiment toute cette évolution de numérisation par rapport aux services qui peuvent être proposés. Parce que c'est vrai que, en tout cas, je prends ma génération, on a un peu la flemme de bouger. On préfère tout faire de chez nous. C'est quand même plus sympa, n'est-ce pas, hein? Après, ça quelqu'un très anxieux, j'aime pas... Le moins j'ai à faire aux gens, le mieux je me porte. Mais ouais, donc c'est cool qu'il y ait une évolution aussi par rapport aux besoins de la société, et le fait qu'il y en ait de plus en plus, ça montre en fait qu'il y a vraiment ce besoin d'en parler et de vraiment de délier les langues en fait par rapport à tous ces tabous, quoi. Donc c'est une très belle évolution. Même s'il y en a qui sont pas totalement d'accord, mais... Après, chacun a son opinion, chacun a sa manière d'agir. En tout cas, je trouve qu'il y a des choses qui ont le mérite d'exister. Il y a même des choses qui ont le mérite d'essayer. Et c'est toujours comme ça qu'on a avancé. Donc, c'est ça. Je suis plutôt confiante. Donc, revenons vite fait à notre sujet quand même. Je recentre un peu parce qu'on divague. Donc, on parlait du fait de s'habiller un peu... de manière provocante ou pas, de toute façon on s'habille, et la vision de la poitrine parfaite qu'on pouvait avoir, ça mène, comme tu le disais beaucoup, pas mal de personnes en fait à se tourner vers la chirurgie esthétique notamment. Donc je vais donner les chiffres de combien ça coûte, tout ça. Donc la mammoplastie, elle coûte entre 5 et 6 000 euros pour de l'esthétique, et entre 4 et 5 000 euros pour de la chirurgie réparatrice. Donc, chirurgie réparatrice, ça comprend la pose de prothèse après cancer, je suppose. Oui. C'est que ça, ou il y a d'autres choses aussi? Chirurgie réparatrice. Tout ce qui est mutilation, tout ça. Oui, tout ce qui est dû à un accident, par exemple, mutilation, cicatrice très visible. Parfois, c'est même une grosse différence entre, par exemple, le sein droit et le sein gauche ou l'inverse, tout en précisant quand même que nos seins ne sont pas symétriques, mais parfois ils sont très asymétriques, ce qui peut être très gênant. Donc il y a une chirurgie réparatrice qui peut être faite à ce moment-là. D'accord. Oui, parce qu'il faut bien préciser que genre ils sont pas égaux. C'est comme les mains, on a toujours une plus grande que l'autre. Les seins, c'est pareil, ils ont peut-être pas fait la même forme, pas la même taille, pas tout ça. Et c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ils sont tous différents et c'est ça qui est beau, c'est la diversité qui fait que c'est beau. J'ai pu aussi voir qu'il y avait eu une augmentation des retraits de ces implants de 3,8% en 2021. Alors le 3,8, je comprends pas combien de personnes ça correspond, mais il y a quand même une réduction et une envie, entre guillemets, de retour au naturel. C'était en quelle année, redis ? 2021. Ok, j'ai bien peur que ça coïncide avec la période où Pamela Anderson a retiré les siens. Je me posais la question si c'était pas comme Kim K aussi a retiré ses implants pour revenir au naturel. Mais après, oui, il y a quand même un retour au naturel. Au naturel qui ne doit pas trop tomber, c'est-à-dire que s'il pouvait éviter de suivre la loi de la gravité,
ça arrangerait. Ce serait quand même pas... Mais voilà, ouais, il y a un truc comme ça, t'as un retour à presque pas mal. Ok, mais ça, moi, je trouve ça cool comme évolution. Ouais. C'est un retour aux sources, là, ça me fait vraiment plaisir, moi. Bah, quand tu vois que dans certaines villes américaines, l'un des premiers cadeaux, dans des sphères où les gens ont les moyens, le cadeau de l'homme à la femme pour la fête des mères, ou leur anniversaire, ou même Noël, c'était une augmentation. C'est une augmentation. Et je crois qu'il y a tout, il y a la le tummy rhinoplastie, tuck. la liposuction. J'ai... Ah, c'est en anglais, toi. Le remettre bien le ventre parce qu'il y a eu les bébés qui sont passés par là. Ouais. Remonter les seins. Enfin, vraiment tout ça. Corps, quoi. C'est ça. Il y en a même qui se font refaire leur virginité. Ah oui, ça j'ai entendu. Mais ça je comprends pas. Sur les réseaux, ça a tourné pendant un moment où elle faisait faire de la chirurgie pour que ça paraisse plus jeune, quoi. C'est ça. Et plus serré. D'accord. Ouais. Ah, je te donnerai des noms. Ouais, parce que refaire la virginité, je comprends pas le principe en fait, parce que le culte de la jeunesse éternelle. Oh, mais la virginité, Ouais. C'est des fois je les veux questions bien qui sont posées, je les comprends pas trop. Ça dépend des sphères dans lesquelles on évolue, sans doute. Parce qu'en soi, la virginité, est-ce que ça existe vraiment? Non, pas vraiment. Et après, c'est une image qu'on se fait aussi mentale et du symbolisme de la virginité, quoi. Donc, la virginité, on n'est pas toutes dotées d'un hymen. puis, on n'a pas de saignement différentes. forcément quand on a notre première relation sexuelle. Et puis perdre sa virginité, ça veut dire quoi? C'est quand? Ouais, c'est ça. À quel moment dans le rapport? Ça, c'est comme définir quand commence l'acte sexuel. Pour moi, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est genre, c'est un peu toi qui choisis, quoi. La dernière fois en classe, j'ai un jeune homme qui m'a dit, mais ça voudrait dire qu'en fait, si c'est deux lesbiennes et qu'elles n'ont jamais eu de relation avec des hommes, ça veut dire qu'elles restent vierges Ouais, c'est ça. toute leur vie. Est-ce que le fait de perdre sa virginité, ça implique forcément une pénétration? C'est ça. Donc la virginité, c'est quoi? Ouais, c'est à nous de la définir. C'est pour ça que je comprends pas ce qu'elles se refont faire en fait quand elles... Une jeunesse... Juste... Lifting. Ok, ouais, juste la peau, retourne tout, quoi. Oui, et puis peut-être couper ce qui dépasse ou... Enfin voilà, quoi, c'est genre... Ça a l'air terrifiant. C'est un petit peu un idéal qui a été présenté par la pornographie aussi, je pense, du fait qu'on veut que tout soit bien, genre bien symétrique, rien dépasse, pas de poils, rien, tu vois. Puis pas que, tu vois, toutes les stars, celle qui joue dans Friends, la brune, celle qui joue Monica, qui est toujours magnifique, qui fait hyper jeune, je trouve. Et toutes les stars comme ça, où elles sont... Jennifer Aniston, t'as l'impression qu'elles vieillissent pas du tout. Après, elles sont payées pour pas vieillir. Hein. Oui, après, c'est différent aussi, elles ont de l'argent, mais... aussi qui je fait sais que, pas si elles sont payées ou si elles payent pour ne pas vieillir. Un peu des deux, peut-être. Mais non, ouais, c'est un culte de la jeunesse, mais ça, je pense que ça s'arrangera pas avec le temps. La ride n'a jamais été à la mode et ne le sera jamais. Je suis en train de lire un livre hyper intéressant qui s'appelle Manuel de la guérilla pour les femmes. Ouais. Je suis en train de le lire. J'ai voulu le finir et j'ai pas eu le temps. J'ai lu d'autres bouquins entre-temps, dont des pavés nuls. Et elle parle notamment en fait du vieillissement de la femme dans la société, de la vision qu'on peut en avoir, et elle donne son avis en tant que, je crois qu'elle avait la cinquantaine quand elle a écrit le bouquin, je crois, la dame, donc elle avait vraiment c'était un peu la pente descendante, mais elle était en mode en vrai c'est pas grave, le temps il passe, faut l'accepter et faut juste faire avec, quoi. On n'a pas besoin de changer et d'évoluer pour être la femme parfaite pour continuer à vivre la vie qu'on veut, quoi. Oui. Je trouve que ça les rend pas moches non plus. Il y a plein de femmes qui sont plus toutes jeunes, qui sont toujours très très belles. Je pense à mon ancienne prof de danse, elle est... les grand-mères, je sais pas du coup trop quel âge elle a, je sais juste qu'elle est grand-mère et que elle a la retraite maintenant. Mais elle est toujours magnifique, quoi. Alors, je trouve qu'elle se ressemble toujours. Mais il y a un truc que j'ai hâte d'avoir, c'est les pas de doigts aussi. Un jour. Ouais. Si tu souris encore beaucoup, tu pourras peut-être les avoir. Mais c'est culturel aussi, tout ça. Il y a des endroits où c'est plutôt de bon ton de vieillir. Oui. Ça veut dire qu'on est encore là. C'est ça. Et puis, mais bon, la ride... Mais je pense que profondément, l'être humain a aussi peur de voir la fin arriver. Ouais. Et quand on se regarde dans la glace et qu'on voit toutes ces rides, etc.,
C'est comme si, voilà, C'est un peu le On se syndrome de la rapproche quarantaine. ça va... Ça va arriver. Et t'as un truc inconscient qui se dit qu'on remonte le temps. À part que non, c'est juste la façade, tu vois. cherche Le portrait juste de à se- Dorian Gray. Tu restes Ouais. éternellement jeune, mais t'oublies que l'intérieur Ouais, c'est ça. pourri et vieilli, quoi. Après, ma mère me disait maintenant qu'elle a passé les 50 ans, en fait, elle s'en fiche de plein de choses. Donc elle s'en fout du regard des gens maintenant. Elle est là, bon. Je pense qu'à la fin, t'as plus envie, en fait. Bah écoute, moi je sais pas, j'ai 48 ans. Moi, Je suis ravie d'avoir des cheveux blancs. C'est magnifique, les cheveux blancs. Moi, j'en ai plein aussi. Ça fait des magnifiques reflets, genre waouh. Ouais, c'est ça. Mais C'est ça, sympa. tout dépend aussi de la manière que tu as de te voir, de supporter le regard des autres. C'est ça. Et je vais même aller plus loin, je vais me dire que étrangement, plus, entre guillemets, plus les gens considèrent que tu as des défauts, c'est-à-dire des kilos en trop, pas la bonne couleur de cheveux, pas la bonne couleur de peau, et ben au final, tu arrives à te faire à tout le reste. Oui. C'est-à-dire que je me dis, plus t'es mince et plus t'es jeune, plus tu vas voir le petit bourrelet qui dépasse. Et en fait, quand t'en as plusieurs, bah, tu fais plus trop attention à tout. En vrai, bourrelet tu qui dépasse, te dis, je suis devenue un petit muffin, et puis c'est bon, les muffins. Genre, C'est vrai que je me souviens être avec deux autres copines à la plage un été, au lycée, donc c'était... Elles sont magnifiques. Elles sont hyper belles, elles sont hyper bien foutues. Et il y en avait une qui se sentait pas bien parce qu'elle avait pas assez de seins. Elle trouvait qu'elle avait pas assez de seins. Et l'autre qui trouvait qu'elle avait trop de hanches, alors qu'elles étaient, elles étaient trop belles, quoi. Moi, j'étais à côté, je me disais, mais elle se foutrait pas un peu de ma gueule. Ouais, tu vois, c'était... C'est comme quand on fait des soirées, qu'on se fait un petit peu belle et tout, et je vous vois avec l'autre copine, et je me dis, putain, mais vous êtes trop belle, et moi je suis le gnome. Mais je me dis ça aussi, hein, mais à l'inverse. Pas que t'es un gnome, hein. Comment ça, je suis pas un gnome? Je suis un hobbit, alors. Mais ouais, on peut pas se sentir empêché de se comparer, mais moi je vois que le positif en fait dans les gens qui m'entourent. Je les trouve tous beaux en fait. Ils ont chacun leur truc, chacun leur charme. Et je trouve que c'est ça le plus important, c'est ça qui te définit en tant que personne. C'est pas l'image que tu renvoies, c'est pas l'image physique que tu renvoies, c'est l'image intérieure. Tu vois, c'est le fort intérieur que je trouve le plus beau. Parce que toi, mais après il y a aussi l'image qu'on aimerait renvoyer, et quand on correspond pas à cette image, c'est pas facile. Ouais. Après, faut s'y faire. Oui, c'est le problème. Mais si on revient à la poitrine, on voit, hein, si on a une forte poitrine, on représente la femme. Alors si on a une forte poitrine, une petite taille, des hanches, donc au final, les statues africaines qu'on peut voir, hein, Oui. C'est vraiment les symboles de la fertilité. Oui, c'est ça, oui. Et par contre, si tu as une petite poitrine et machin, si tu es Kate Moss, voilà, tu n'es pas totalement... Tu n'es pas vraiment femme. Tu n'es pas vraiment femme quand on a des femmes qui se mettent des implants aux fesses, enfin voilà. Mais d'un autre côté, Kate Moss était très à la mode et elle est encore considérée aujourd'hui comme l'une des plus belles femmes du monde. Ouais. Donc non, c'est voilà, c'est plein de contradictions, mais c'est ce qui fait que l'être humain, je vais me permettre, hein, c'est ce qui fait que l'être humain est con et intéressant. Oui, c'est ça. Voilà. Passionnant même, je dirais. C'est ça. Donc bon, la poitrine, c'est aussi ça. C'est est-ce que t'es femme, est-ce que tu ne l'es pas. Donc, t'as une poitrine, grosse poitrine, t'es femme, tu allaites. Bah non, t'es pas maman de nous montrer ça. T'es maman et c'est pas vraiment ce qu'on avait envie. On n'a pas envie de voir la poitrine d'une maman, on veut voir la poitrine d'une femme, quoi. Donc il y a vraiment un détachement en fait du rôle qu'on peut nous donner et de l'image qu'on attend de nous. Quand t'es maman, t'es plus femme, quoi. Tu parles de statut ou... Oui, il y avait un film qui m'avait marqué. C'était avec De Niro. Et c'était quoi? Mafia Blues. Voilà. Et à un moment donné, donc, il va voir un psy. Et donc lui, il fait partie de la mafia et machin. Donc voilà, l'homme à l'état pur, l'italien et ça. Et donc, il explique au psy, qui est Billy Crystal, qu'il a une maîtresse, alors qu'il aime sa femme, etc. Il lui dit, mais pourquoi t'as une maîtresse? Mais il lui dit, mais je peux pas faire les trucs dégueulasses que je fais à ma maîtresse, à la mère de mes enfants. C'est pas le complexe de Madonna ou le truc comme ça, le fait de la... Le truc de la Madone, oui. Oui, Et ben, voilà, il y a des hommes, souvent des générations, qui vraiment, à partir du moment où leur femme, leur concubine, leur compagne devient mère, ce n'est plus
le même statut. Ouais. C'est-à-dire que c'est la mère de leurs enfants. Ouais, c'est ça aussi qui devient un peu compliqué. Ouais. En tout cas, quoi. Ouais. Oh là là. Et oui, et par rapport à tout ce qui est chirurgie, moi, on parlait du vieillissement. Je pense aux personnes, mais aux femmes qui vieillissent avec la poitrine qui peuvent tomber et tout. Ça peut devenir aussi un complexe par rapport à l'image qu'elle pouvait se faire d'elle avant. Et j'ai pu voir que la réduction mammaire, en tout cas, était prise en charge par la sécurité sociale si tu retirais, je crois que c'était 1,5 kg. Non, plus de 300 grammes par sein, merci. Plus de 300 grammes par sein. 1,5 kg, ça faisait beaucoup. Oui, non, mais en fait, j'ai ma maman, elle a fait une réduction mammaire en début d'année. Elle m'expliquait comment ça s'était passé, elle m'expliquait combien ils avaient retiré, elle m'a montré les cicatrices et tout. Et en vrai, c'est super bien fait. Hein. Et elle avait fait cette réduction parce qu'elle avait et elle a toujours eu très très mal au dos en fait à cause de sa poitrine. Elle n'avait pas le dos assez musclé. Il y avait trop de poids en fait et donc ça la voûtait et ça lui faisait très très mal au dos. Donc des fois, c'est une nécessité en fait. Pour ton bien aussi de faire ça. C'est pas forcément pour ton image, parce que ton image, tu peux l'accepter, mais c'est pour ta santé aussi, où tu peux être amené à faire des réductions mammaires, quoi. Ouais, puis, je trouve que c'est... on a pas mal d'amis à forte poitrine, c'est souvent un thème qui revient Le fait qu'on ait mal au dos. Ouais, que c'est lourd, ça empêche de faire plein de choses, c'est tout le temps dans le chemin. C'est encombrant. Après, c'est que mon point de vue. C'est encombrant, hein, des fois. Je peux pas t'aider là-dessus, je sais pas. Ça peut être encombrant. Le regard des autres aussi peut être gênant. Ouais. Moi, je sais que j'ai une copine qui me disait je rêverais qu'un jour on me regarde dans les yeux. Ouais, c'est ça. Genre mes yeux, ils sont là. Ils sont pas. En vrai, ça n'a même là, pas quoi. besoin d'avoir des gros seins pour que. Ouais. T'as même pas besoin d'être majeure. T'es pas obligée d'être très découverte pour que ça arrive non plus. Ah non, c'est vraiment, voilà, quand t'as une quoi. très forte poitrine, parfois, voilà. C'est comme ça. Mais ça m'est arrivé. Désolée, on lit le chat. Oui, on peut pas dormir sur le ventre. Eh ben non, c'est faux. Moi, je dors sur le ventre. Je fais du dé et je dors très bien sur le ventre. Je fais pas du dé. J'aime pas. Ils m'embêtent quoi. Ils sont dans le chemin. Je suis sur le ventre, c'est pas agréable. Tu t'aimerais bien les démonter, les poser, les prendre le matin. Ou pas d'ailleurs comme ça. Selon les envies, je mets le droit, je mets le gauche. Mais ouais, ça m'est arrivé. Je suis partie, donc je suis une fumeuse. Je suis partie chercher du tabac un jour. J'étais en pull avec un tout petit col en V. Et j'étais en jean, en basket. Je suis sortie et les gens que j'ai pu croiser, ils m'ont pas regardé dans les yeux, quoi. Et j'étais genre, je sais que je suis pas très grande, mais quand même, vous pourriez faire un petit effort, quoi. S'il vous plaît. Je comprends que ça attire l'œil et que ce soit très joli. Mais. Ouais, mais il y a regardez aussi. Les yeux, quoi. Regardez-moi dans les yeux, merde. Il y a regarder, et puis il y a des regards très insistants qui sont vraiment gênants, je trouve. Oui, c'est ça. Quand c'est vraiment trop insistant, genre dans le bus, ça m'est arrivé aussi. Alors que j'étais en polo de travail, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'il y ait des regards un peu trop insistants. Donc j'ai fait en sorte juste de pas les capter et de rester dans mon coin avec ma musique et c'est tout, quoi. Mais ouais, ça peut devenir assez pesant, je trouve, en tout cas, dans la vie de tous les jours. Ah bon. Je regarde les commentaires. Ouais, je sais, je suis magnifique, ouais. Par rapport à tout ce qui est chirurgie esthétique aussi, j'ai eu un problème qui est revenu quand j'en ai discuté notamment avec des hommes, parce que c'est les premiers concernés, c'est les seins chez les hommes. Je les appelle les men boobs, donc les moobs. Les men boobs. Et j'ai des connaissances qui peuvent éventuellement ressentir un certain complexe en fait, par rapport au fait qu'ils en aient. Il y a des chirurgies qui peuvent être faites pour régler ce petit problème. Et faut pas non plus s'en faire, parce que j'ai pu encore lire, parce que j'ai beaucoup lu pour la préparation de l'émission, qu'avec l'âge, on avait tendance en tout cas à gagner un peu en poids et donc un petit peu s'empâter, si je peux dire le mot, et donc à gagner un petit peu en poitrine, notamment chez les hommes. Et ça pouvait, comme tu disais aussi en début d'émission, être expliqué par le fait qu'il y ait les hormones qui viennent jouer dans la pousse et le développement aussi de la poitrine chez les hommes.
J'ai pu voir que ça s'appelait non, oui, c'est ça, le grossissement de la poitrine chez les hommes est appelé gynécomastie. C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça ou... Alors, la gynécomastie, c'est voilà, quand tu as une sécrétion, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'hormones, etc. On peut avoir un début de poitrine, en fait, qui apparaît. En général, c'est pas excessif, mais en tout cas pour les adolescents, les jeunes garçons, ça peut être assez handicapant, complexe, etc. Ce qu'on peut tout à fait comprendre. Et c'est ce que je disais, dans la majorité des cas, ça se rétablit tout seul. Avec le temps, ça revient à la normale. Voilà. Si à un moment donné, ça ne revient pas à la normale, comme beaucoup de choses, allez consulter pour voir ce qui se passe et voir s'il y a un rééquilibrage hormonal à faire. C'est tout ce que j'avais ajouté, en tout cas pour la chirurgie mammaire, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. T'as un truc à ajouter ? Moi, je dis juste que ça a l'air terrifiant, que ce soit la réduction ou l'augmentation mammaire. Je me dis ça. En fait, chez les hommes, en tout cas, j'ai pu voir que t'avais 2 opérations de possibles. Donc j'ai vu qu'il pouvait y avoir vraiment de la chirurgie pour retirer, ou sinon t'avais autre chose un peu moins invasif, si j'ai bien compris ce que j'ai lu, qui peut être fait. Et donc c'est pas forcément obligé qu'on t'ouvre complètement le sein et qu'on retire tout, quoi. Ouais. Je sais que la réduction mammaire de ma maman, en tout cas, ça a été vraiment, ils ont ouvert en dessous et ils ont ouvert jusqu'au téton, ils ont fait le tour et ils ont retiré une partie, quoi. Mais c'est pas, ça cicatrise très très bien. Si c'est bien fait, ça cicatrise très bien. Tu vas avoir une très légère trace, mais c'est pas une grosse cicatrice moche que tu vas avoir après ce genre d'opération, si c'est bien fait en tout cas. C'est pas ça qui m'effraie, c'est vraiment me faire ouvrir les seins. Je dis, ça... Tu l'imagines et ça te fait mal, quoi. Oui, ça... Un certain malaise. Il y a des gens qui arrivent à vraiment... Enfin, pour eux, ça va être une libération, quoi. Oui. Aussi bien de les enlever, comme il y a aussi, parce qu'on parle des augmentations mammaires, mais il y a aussi les femmes qui n'ont réellement pas de poitrine du tout, qui le vivent très mal. Et moi, j'ai ma meilleure pote depuis le CP qui n'a jamais eu de poitrine et elle s'est fait opérer. Elle fait un 85B. Aujourd'hui, pour elle, c'est un truc de malade. Ouais. Voilà, pour elle, elle se sent femme, elle met des décolletés. Elle n'a pas été se faire un bonnet C ou D. C'était juste avoir un peu de poitrine. Ouais. Et pour elle, c'était, c'était libérateur, une obsession. Elle s'est sentie femme parce que dans sa tête, c'était important. C'était primordial d'avoir au moins un peu de poitrine pour vraiment se sentir, se sentir femme, en fait. C'est vachement lié à la féminité, justement. Et puis, si t'es une planche à pain, t'es pas vue pareil, forcément. Enfin, après, ça dépend des gens. Mais des discussions que j'ai pu avoir, c'est le fait d'avoir des seins. La plupart des femmes m'ont dit, en fait, dans l'imaginaire collectif, avoir de la poitrine, c'est presque primordial pour une femme parce que symbole de fécondité, parce que allaitement, parce que poids de camion, quoi. Et voilà, et si t'en as pas, tu te sens vraiment mise à l'écart un petit peu dans la société dans laquelle on vit, quoi. Donc, mais déjà, ça a une corrélation culturelle, tout ça, éducative, avec le fait de la maternité, toujours. Voilà, petit côté nourricier, etc. Et quand une femme n'a pas du tout de poitrine, c'est comme si on lui avait retiré ce truc de nourricier. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui disent « J'adore être enceinte parce que j'ai une forte poitrine. » Ouais. C'est étrange. Chacun son point de vue. Après, j'ai jamais été enceinte encore, mais... J'espère que ça n'arrivera jamais pour moi. Non, jamais. Ça a l'air douloureux. Enfin, tout a l'air douloureux, en fait. Moi, ce qui m'embête un peu niveau parentalité, je m'éloigne un petit peu du sujet, excusez-moi, c'est niveau parentalité, on nous vend un peu du rêve en tant que femme, mais en fait, on nous parle pas de tous les problèmes qu'il peut y avoir en fait à côté, et de tous les regards auxquels on peut s'exposer par rapport à ce qu'on fait. On va dire « Ah ouais, moi, j'aurais pas fait comme ça pour éduquer ton enfant. » Tout le monde a toujours quelque chose à redire par rapport à ta parentalité. Et je trouve...
tout le monde a quelque chose à Toujours un redire truc, par toujours un rapport truc à à redire. quoi que ce soit. C'est ça. Ta coupe de cheveux, ta voiture, ta manière de vivre, Ouais. ce que tu manges. Moi, des fois, j'ai l'impression, quand je vais faire mes courses, que la caissière regarde ce que je mange, alors que je suis sûre qu'elle en a rien à faire. Je peux t'assurer qu'on regarde pas. Hein. Non, mais des fois, moi, j'ai l'impression... Non, mais je dis... Oui. Moi, j'ai été Oui. caissière quand j'étais étudiante, mais des fois, j'avoue que moi, je regardais, je me disais, bah putain, sacré week-end, hein. Après, Quand tu vois des chips, et des fois... Non, mais je te dis, c'est pour dire, on a l'impression d'être jugé pour tout plein et de pour choses. rien, oui. Et après, bah, le truc de vouloir être parent, en fait, c'est personnel. C'est Ouais, personnel. c'est Est-ce qu'on a envie de signer un CDI à vie? ça, c'est la question que tout le monde devrait se poser. Et puis, à un moment donné, moi, si je prends mon cas, j'avais jamais... Enfin, c'était quelque chose qui était clair pour moi. Je ne voulais pas d'enfant. Quand on me disait que c'était quand même dommage, je disais que je m'aimais trop pour m'occuper de quelqu'un. Ce qui n'était pas vraiment vrai. Hein. Mais à 30... Mais je retiens l'excuse. Parce que quand on me dit, mais pourquoi t'en veux pas? Parce que j'en Bah, veux au bout d'un pas, moment, quoi. t'en as marre de répondre. Mais Oui. à 32 ans, ça faisait des années que j'étais avec mon conjoint. J'ai eu l'envie. Il a eu l'envie aussi. Et j'ai une fille aujourd'hui. Et est-ce que je regrette? Mais pas le moins du monde. Les questions que je me suis posées, je sais pas si les mamans se sont toutes posées les mêmes questions. Et même à la limite, on s'en fout. Je me demandais si je serais capable de me lever la nuit. Ouais. J'aime dormir. Vous savez, j'ai cette tête-là aujourd'hui, j'ai pas assez dormi. Il n'y a pas eu assez d'heures de sommeil. Et je me posais la question. Et oui, je me réveillais. Je me suis pas... Voilà. Je me rappelle de la sage-femme qui était rentrée dans ma chambre et je l'ai vue sourire parce que je parlais à ma fille en lui disant « J'espère qu'on va bien s'entendre. Je vais essayer de faire le maximum. » Mais même dans ma tête... C'est un être humain, j'étais pas sûre de m'entendre avec elle. Elle aurait son caractère, ce qu'elle est. Bon, je rassure tout le monde, tout se passe bien. Mais voilà, on a le droit de changer d'avis, on a le droit de pas avoir envie d'en avoir. Ouais. On a le droit même de regretter de ne pas en avoir eu. On a le droit de regretter d'en avoir eu aussi. C'est vrai. Non, faut pas oublier cet aspect-là aussi. Voilà, on a tous les droits par rapport à ça. À part que c'est comme... Je vais être horrible de dire ça, mais c'est comme un chien. T'as décidé d'aller le prendre, tu t'en occupes, quoi. Tu t'en occupes, et puis... oui. Et puis voilà, mais on n'est pas tous faits pour rouler en Clio. Alors je vois pas pourquoi on serait tous faits pour avoir des enfants. Oui, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord. C'est encore une très belle métaphore. Voilà, la Clio et les enfants. Clio et les enfants. Allez, j'aurais pu choisir mieux, mais je vous assure que je suis pas en forme. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Peut-être. On verra. Par rapport à tout ce qui est vision de la poitrine aussi, j'ai pu tomber... Donc, il y a le mouvement Free the Nipple. Est-ce que vous le connaissez? Oui. Hashtag Free the Nipple. Je sais plus. Je crois que je suis pas passée par là. En gros, c'est le mouvement, il date de 2012. Et ça a commencé à cause du tournage d'un documentaire de Lina Esco, qui était qui consistait en fait à la faire courir sans t-shirt dans les rues de New York. Il y a une séquence où elle courait topless dans les rues de New York. Et les clips ainsi que l'ensemble de ces posts promouvant le projet de ce documentaire ont été retirés des plateformes Meta, donc Facebook, Insta, Twitter. Donc pour violation du règlement. Donc exposition de poitrine. Et comme de tétons. Des tétons surtout, ouais. C'est même pas la poitrine, c'est les tétons. Ouais. C'est une question qu'on avait beaucoup... J'ai fait une fac de droit et j'ai été en droit pendant 4 ans. Et c'était une question, moi, qui m'a toujours un peu interpellée, en mode, mais c'est les tétons le problème, donc pourquoi il y a des tétons qui sont censurés et d'autres pas, quoi. Et par rapport, justement, à tout cet engouement là-dessus, c'est en 2023, il y a un article sur Click qui a été publié sur... un post que des personnes transgenres et non-binaires ont fait, les montrant topless après leur transition. Donc, elles étaient... je vais pas dire hommes parce que c'était non-binaire, mais de physique masculin. Elles étaient passées à un physique plutôt masculin, en fait, à ce moment-là. Et les photos, en fait, elles se sont fait, mais complètement... un peu bannir parce que non conformité au règlement, en fait, de Meta. Mais alors que les autres hommes, ils pouvaient mettre... Ouais.
Leur Donc, torse nu, c'est ça. Et tranquillement. en fait, tu as toute cette question de la transidentité sur les médias et la vision de leur poitrine qui a été faite en début d'année dernière. Ça a commencé en janvier et j'ai pas trouvé vraiment de suite par rapport à ça. Mais de ce que j'ai pu éventuellement comprendre, il y a eu en février 2023, donc l'affaire date de janvier 2023. En février, il y a d'autres articles qui ont été publiés qui disaient qu'il allait avoir une évolution en fait dans les règles d'utilisation de Meta. Et aujourd'hui, il y a le conseil de surveillance de Meta qui a sommé en fait Meta d'être plus précis dans ses conditions d'utilisation quant à l'aspect en fait des poitrines, si elles étaient féminines ou masculines. Et maintenant, en tout cas, il y a le droit en fait de poster des photos topless si c'est pour des raisons médicales, donc pour le cancer du sein, et s'il y a eu transition en fait avant. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est les évolutions que j'ai pu voir et éventuellement comprendre, mais tout était en anglais. Et j'ai trouvé presque aucun article en fait qui a fait suite à cette affaire-là. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est la même chose qu'au début. En fait, les seins, c'est normal. C'est pas... En soi, c'est pas sexuel. Bah, je sais que c'est vachement sexualisé maintenant. Mais si les hommes peuvent se balader tétons en l'air, je vois pas pourquoi... Tout le monde pourrait le faire. Voilà. Enfin, tout le monde aurait le droit, en tout cas, de le faire. De le faire, ouais. Je suis plutôt d'accord. La même chose. Ouais. Tétons, c'est des tétons. Hein. Mais ouais, il y a toute cette pas organisation, mais pas optique, je trouve pas mon mot. C'est toute cette vision en fait de la personne qui a fait sa transition. Est-ce qu'on continue à censurer alors qu'elle est passée de personne à sexe féminin à sexe masculin? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une évolution en fait par rapport à ça? Et le fait en fait qu'il y ait eu une évolution dans les conditions d'utilisation, ça montre quand même qu'il y a une volonté, je pense, de la société à vouloir changer en fait la vision qu'on peut avoir de ça sur les réseaux. Mais je pense qu'ils ont toujours pas compris que c'est pas parce qu'on voyait que ça donnerait des idées aux gens, comme si le fait de voir ça, on se dirait oh bah tiens oui c'est une bonne idée, je vais faire. Non, c'est quand même pas rien. Et c'est pas de montrer qui risque de changer quelque chose. La seule chose qui peut être modifiée, c'est que justement quelqu'un qui n'ose pas passer le pas, mais qui a déjà ce besoin, et c'est son identité en fait, passe à l'acte. Et ça on n'a peut-être pas envie. On est encore convaincu pour certaines tranches qu'on décide d'être gay, qu'on décide alors j'adore, par phénomène de mode. Ouais. Oh, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je vais être à la mode, je vais faire ma transition, cool. Comme si t'allais changer ta couleur de cheveux. Comme si c'était quelque chose de marrant au final. Enfin, c'est ça. Comme si c'était quelque chose qu'on décidait, quoi, surtout. Ouais, non, mais je me dis, je pense que toutes les personnes trans, si elles devaient avoir le choix, elles n'auraient pas choisi ça du tout, quoi. Bah, c'est un peu compliqué quand même. Ça complique les choses. Donc voilà, c'est toujours un petit peu de puritanisme, toujours le même problème, voilà. C'est les autres. Je sais même pas sur ce genre de choses enfin, ça paraît tellement aberrant, bête, et que je vois même pas ce qu'il y a à ajouter, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, et après, ça donne des thérapies de conversion pour soigner l'homosexualité. C'est ça, on va soigner l'homosexualité. On va soigner aussi le fait d'aimer le chocolat. Ouais. Puis on va soigner le fait que tu roules en Clio. Moi, j'aimerais bien qu'on me soigne d'être hétérosexuel. Ah. Voilà. Non, mais dans ce cas-là, on pourrait être soigné d'être hétérosexuel. Ce serait bien qu'il y ait des thérapies pour apparemment l'homosexualité est à la mode. Puis ça veut dire que tu l'as choisi aussi, quoi, du coup. Et c'est ça, j'ai choisi d'être selon hétérosexuel. cette logique. C'est ça, ouais. Donc non, c'est... moi, je trouve qu'en 2024, on en est encore là. Et c'est plutôt ça qui est assez dramatique, quoi. Mais moi, ce qui me fait un peu mal, c'est de me dire, je pensais qu'avec le mouvement MeToo, on avait un petit peu rebattu toutes ces cartes-là. Mais bah non, en fait. En fait, à chaque fois qu'il y a eu des je vois par rapport à mes cours de civi britannique, à chaque fois qu'il y a eu des grosses avancées sociales, il y a toujours eu un pas aussi... qui a été fait en arrière. En arrière, ouais. C'est ça. Parce qu'il y en a qui... le changement, ça leur fait peur. Et il faut s'accrocher à ce qu'ils connaissent, à ce que... l'humain est un animal routinier aussi, quoi. On a besoin de notre petite routine, donc... C'est hyper dur aussi de se dire, ah bah je pensais mal, enfin de se remettre en question.
Ça doit être compliqué pour certains. Pour certains plus que pour d'autres. Non, puis juste de réaliser que oui, ils existent, quoi. Oui, c'est ça. Tous ces gens-là, c'est... avant, quand Puis on regarde combien les leur vieilles face, ils séries existent. américaines, c'était les freaks, quoi, les monstres. Ouais. Euh, Dans la Mhm. vision, sinon, des shows américains, quand on parle d'homosexualité, moi, je pense à la folle, tu vois. De Mhm. l'image de la folle qu'on a pu se faire en mode salut, quoi. Mais c'est pas la réalité, quoi. Genre, Parce qu'il ça y a reflète le... sans doute certains milieux vraiment qui poussent le délire mais à son c'est paroxysme. Mais dans tous les cas, en fait, on... mais c'est exactement comme si tu disais toutes les blondes se comportent de la même façon. Oui, c'est ça. Oui, il y a des blondes qui font plus légère, t'en as d'autres qui le font. C'est ridicule. Tous les hommes qui mesurent 1m85 ont une démarche de... Non, enfin, on peut pas stigmatiser, ça n'existe pas, en fait. Oui, il y a des personnes gays qui sont efféminées, t'en as qui ne le sont pas du tout. Tout à fait. Mais il y a des personnes hétéros qui sont efféminées, ou il y a des femmes qui sont masculines. Et qu'est-ce que c'est d'ailleurs qu'être efféminé ou masculin? Mais même C'est des être- codes qu'on ouais. a décidés au départ. C'est de l'acquis, quoi. Enfin, de l'acquis. La l'inné et l'acquis, ouais, c'est de l'acquis. Ouais, exactement. Exactement. Arrêter d'essentialiser les gens, c'est très très important. Est-ce qu'il y a un moyen de faire une petite pause? On va faire 10 minutes de pause et on revient vite fait pour terminer sur une petite note tranquille après. Et rebonjour, nous revoici après cette petite pause. Donc on a parlé donc de l'hypersexualisation, on a parlé de comment s'était formé un sein, on a parlé de beaucoup de choses durant cette émission. Et comme on peut peut-être le savoir en tout cas, le mois d'octobre est plutôt important en tout cas pour tout ce qui est poitrine et sein. C'est l'octobre rose, donc prévention notamment pour le cancer du sein. Il y a une femme sur 8 qui développe un cancer du sein dans sa vie, donc ça représente 58 500 femmes chaque année. Des stats que j'ai pu en tout cas trouver. Donc le risque devient de plus élevé entre 50 et 74 ans, de ce que j'ai vu. Mhm. Et s'il est détecté à temps, il peut être guéri 9 fois sur 10. Donc c'est quand même une très bonne stat. Où est-ce qu'on peut se faire dépister? Comment est-ce qu'on demande à se faire dépister? Est-ce qu'on doit demander à un médecin généraliste ou est-ce qu'on peut y aller de son propre chef et demander? Alors, déjà, dans un premier temps, tout dépend s'il y a des antécédents familiaux. Dans ce cas-là, on est dépisté plus tôt. Sinon, on reçoit une petite lettre de la Sécurité sociale tous les ans pour faire une mammographie. Donc, on a ce document et on prend rendez-vous pour avoir sa mammographie et vérifier que tout va bien. Mais si, voilà, des gens dans notre famille ont eu des cancers, etc., si c'est par exemple la maman, eh ben, on est dépisté plus tôt. Après, on apprend de plus en plus à faire de l'auto-palpation quand on prend sa douche, etc. C'est une habitude qui est plutôt bien à prendre pour essayer de voir s'il y a quelque chose d'anormal. Si on vérifie et qu'on voit qu'il y a une petite grosseur ou quoi que ce soit qui n'est pas habituel, qui n'est pas normal, on prend rendez-vous chez son médecin et le médecin, à ce moment-là, nous prescrit une mammo pour vérifier que tout va bien. Parfois, ça peut être juste un kyste, voilà. C'est pas forcément... Ça peut être alarmant, mais c'est pas forcément grave. C'est quoi. ça. Mais en tout cas, voilà, il vaut mieux vérifier parce que plus il est pris tôt et plus on a de chances de guérir ça assez rapidement. 9 chances sur 10, c'est juste magique, quoi. Ouais. Et l'autopalpation, comment on fait une bonne autopalpation? On doit vraiment venir le plaquer et le tatouer sous tous les angles ou... Alors, moi, ce que je conseille, parce que c'est un truc où il faut prendre le temps de le faire. Là, je pourrais le faire, mais j'ai pas envie. Voilà, il faut vraiment bien le faire, être avec quelque chose qui est près du corps pour qu'on voit bien. Vous avez plein de vidéos qui l'expliquent. Moi, je sais que ma fille, voilà, je lui ai appris à le faire et elle le fait sous la douche. Mm-hmm. Donc, je sais que voilà, ça peut, mais il y a peu de chance. Mais je veux juste qu'elle prenne l'habitude de le faire. Et on peut regarder des vidéos qui expliquent vraiment très bien où palper, où toucher, voir, faire rouler. Et j'invite les gens à regarder ces vidéos qui sont hyper bien faites. On les trouve sur YouTube On tape, on les trouve sur YouTube. Il
Il y a même des petits dépliants pour les gens où la vidéo, ça les intéresse pas, ils préfèrent... Voilà, on trouve les ressources très facilement. D'accord. Bon, c'est une très bonne nouvelle. Au moins, on en apprend tous les jours, comme je disais. Et on peut continuer à apprendre, et ça, c'est cool. Surtout si c'est pour notre santé, en plus. C'est ça. Pourquoi s'en priver? Donc, tu parlais d'Octobre Rose, donc c'est bien parce que c'est une mise en lumière. Mais en fait, la prévention, c'est tout le temps. Tout le temps. Il y en a qui pensent, voilà, parce qu'on nous dit, mais c'est quelque chose qu'on doit faire tout le temps. Mais c'est comme novembre, il me semble, c'est pour le cancer des testicules, c'est ça? Je t'avoue que je ne sais pas. D'accord. Parce qu'il me semble qu'il y avait, c'était l'année dernière surtout que j'en ai entendu parler, mais ça fait quelques années où sur les réseaux, il y a des hommes qui se laissent pousser la moustache. La moustache, ouais, mais je sais plus si c'est novembre, c'est possible. Il me semble que c'est novembre. Ouais. Mais parce qu'il y a un autre mouvement. Oui, c'est le cancer de la prostate, il me semble. Donc ouais. Mais par exemple, pour le cancer de la prostate, un truc qu'on dit pas, qu'on dit pas fréquemment, c'est que la masturbation, l'éjaculation fréquente, etc., peut éviter le cancer de la prostate. Donc c'est quelque chose qu'on... Donc touchez-vous. Oui, touchez-vous à bloc. Touchez-vous. Évitez dans les lieux publics. Non, c'est même pas éviter. Hein. C'est à ne pas faire du tout. Oui. C'est pas conseillé. Non. C'est un peu répréhensible par la loi. C'est interdit par la loi de se toucher en public. Ouais, c'est ça, c'est le Movember et le non. Oui, c'est tout à fait ça. C'est ça, c'est pour le cancer de la prostate. Donc, on peut plus rien faire de toute façon. Bah ouais, de toute façon, on est scruté là. Et donc, l'autopalpation, donc on peut trouver plein d'informations. Et une mammographie, comment est-ce que ça se passe, une mammographie? Alors, une mammographie, je vais pas dire que c'est le moment le plus agréable de la Terre, puisque voilà, on attrape le sein, on le met pour pouvoir faire une imagerie, etc. Mais c'est pas si désagréable qu'on peut le dire non plus. Parce que j'entends souvent, moi j'ai pas envie d'aller faire parce que ça fait mal, on t'écrase le sein. Non, on ne l'écrase pas, on lui fait pas des caresses, ça c'est certain. Mais c'est pas si désagréable que ça. Et vu les bénéfices, ça en vaut largement la peine, quoi. C'est vite fait, bien fait, et vraiment le bénéfice est juste incroyable. C'est pas quantifiable comme bénéfice qu'on peut avoir en faisant ça. Et c'est pas si désagréable qu'on peut le dire. Moi, j'avais cru en tout cas entendre qu'on prenait le sein et on le plaquait un petit peu dans entre deux plaques pour un petit peu le c'est presser, un petit peu c'est pour ça pouvoir, mais c'est pas horrible. On t'éclate pas le boobs entre deux plaques, quoi. Ce serait quand même dommage. Non, tu ressors avec ton sein qui ressemble encore à quelque chose. Et le fait d'avoir une petite poitrine, ça va pas venir impacter éventuellement la difficulté de l'opération? Normalement, non. Enfin, après, petite poitrine... Ouais. Qu'est-ce qu'on appelle une petite poitrine? C'est relatif, ouais. J'allais penser, pour les personnes en tout cas qui ont... j'allais pas dire un bonnet A, parce que le bonnet A, on peut quand même l'attraper, mais vraiment des personnes qui sont très très plates, qui n'ont vraiment pas de non, parce qu'il faut pas oublier non plus, parce qu'on parle du cancer du sein pour les femmes, mais il existe également chez les hommes. Tout à fait. Donc à partir du moment où on peut le détecter chez un homme qui n'a pas de poitrine, on peut tout à fait le détecter chez une femme qui a un tout petit bonnet. Non, parce que le cancer du sein est plus fréquent chez la femme, mais il existe également chez l'homme. Oui, c'est le point sur lequel j'allais arriver. Voilà. Donc n'oubliez pas, messieurs, que vous pouvez aussi développer un cancer du sein. Vous pouvez aussi vous faire dépister. Alors, est-ce que eux aussi ils reçoivent leur petit papier ou Non. D'accord. Mais par contre, voilà, s'ils remarquent une grosseur ou même quelque chose qui n'est pas habituel, ils en parlent à leur médecin, et à ce moment-là... En fait, il faut se dire que c'est comme... On se cogne, on a une douleur qui ne part pas, on demande à ce qu'on nous fasse faire une radio. Voilà. Là, il y a quelque chose qui n'est pas habituel. On va voir le médecin regarde. Peut-être que lui peut vous dire non, c'est absolument rien, sans avoir d'imagerie. Sinon, il vous oriente. Au moindre doute, allez voir le médecin. D'accord.
Donc ouais, faut passer quand même, si on n'a pas ce fameux petit papier, genre comme J'aime tes dents qui nous offre le rendez-vous chez le dentiste quand on a entre 18 et 25 ans, je crois. C'est si on n'a pas ce petit papier-là, il faut aller voir d'abord un généraliste qui va nous c'est vraiment une prescription, comme à la normale, quoi. Comme une prise de sang. C'est ça, c'est très rare qu'on aille aux urgences pour ça, donc on a besoin de cette prescription. Et à partir de quel âge on doit recevoir justement ces rappels? Alors, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 45 ans. Oui. Je crois que j'ai jamais eu... On a encore un peu de temps, nous, mais au moindre problème... À vérifier, mais je ne sais plus de l'âge, parce que je sais que ça a été modifié. Si on n'a pas pris l'habitude justement de vérifier, comment on peut savoir qu'il y a quelque chose qui est inhabituel? C'est pour ça, regarder une petite vidéo et prendre l'habitude de le faire. Ok. C'est les seins douloureux, il y a gonflement, tu peux sentir une masse, ça peut devenir rouge. Après, ça doit dépendre aussi de chacune et de chacun. Ça dépend de chacun. Il y en a où c'est asymptomatique. En fait, si on palpe pas, on se rend pas compte. Ouais. Il y en a, on va sentir une douleur, il y en a pas du tout. C'est vraiment, je sais pas si je peux comparer, mais voilà, les IST, c'est comme si on disait, si t'as pas de symptômes, c'est que t'as pas d'IST. Beaucoup d'IST sont asymptomatiques. Ouais. Donc, le meilleur moyen, c'est de vérifier, de se faire dépister. Faire une bonne prise de sang. D'autant plus que maintenant... Et de toute façon, un check-up de temps en temps, ça ne fait de mal à personne. Mais d'autant plus, il y a une nouvelle réglementation. Là, on n'a plus besoin de passer par un médecin généraliste pour avoir la prescription, pour aller se faire dépister des IST, en tout cas. C'est passé il n'y a pas très longtemps. Jusqu'à 27 ans, on peut aller en laboratoire. Directement, ouais. Déjà, on avait cette possibilité-là dans les centres de planification. On pouvait y aller, et, comme pour les préservatifs, exactement pareil, jusqu'à l'âge de 27 ans, on peut aller dans une pharmacie, on a nos préservatifs gratuits. Depuis pas très longtemps, je crois que ça fait 2 mois maintenant. Ouais, 1 mois, 2 mois. C'est pas très très vieux. Et on peut aller directement au labo et là on se fait dépister. Ouais, et je sais aussi que dans le laboratoire où je suis allée, en tout cas moi j'ai déjà fait des dépistages, tout ça. Et il y avait un jour où je devais faire une prise de sang, je sais plus pourquoi. Et le même jour, en fait, ils proposaient de nous dépister contre le VIH gratuitement, en plus de l'examen qu'on faisait. Je l'ai fait, je me suis dit, au moins, je suis sûre que je l'ai pas, quoi. Et je mets pas en danger les gens autour de moi. Voilà, quoi. Ce qu'il faut se dire pour les dépistages, là où c'est dangereux, c'est qu'il y a beaucoup de gens, c'est la politique de l'autruche. Il y en a qui sentent une grosseur ou qui ont un doute et ils préfèrent ne pas savoir. Mais ils se disent peut-être c'est pas grave. Ou il n'y a pas de problème. Justement, ils se disent c'est grave et je préfère ne pas savoir. Ne pas savoir parce que tant qu'on ne sait pas, il y a un doute qui plane. Moi, ce que j'ai envie de dire à ces gens-là, c'est que dans la majorité des cas, ça se soigne aussi bien pour les IST, pour le cancer du sein, pour toutes les autres choses, on a besoin d'être dépisté, ça se soigne. Et plus tôt on est dépisté, et mieux ça se soigne. Pour beaucoup d'IST, la prise d'antibiotiques est suffisante si elle est prise à temps. Donc la politique de l'autruche ne fait que desservir. Et ne fait qu'empirer aussi éventuellement les problèmes qu'on peut avoir actuellement. Ah mais carrément. Donc, c'est même pas éventuellement, ça empire. C'est systématique. Systématiquement, quoi. Et donc oui, on disait aussi que les hommes pouvaient avoir un cancer du sein. Il faut quand même souligner que c'est environ 1% des cas de cancer du sein, des stats que j'ai pu trouver. Et que l'âge, par contre, de ce genre de dépistage chez les hommes, il tourne autour des 60 ans. Donc c'est très très tard dans la vie d'un homme, quoi. Donc n'hésitez pas à y aller, vraiment, c'est très très important. Au moindre doute, vous touchez, vous avez une grosseur, une apparence qui n'est pas habituelle, vous consultez un médecin, si besoin, il vous prescrit une imagerie à faire pour vérifier si tout va bien ou pas. On peut demander aussi des contrôles juste de routine à son médecin et on peut lui demander à faire une mammographie juste au cas où, même si on sent rien ou... Je vais te dire quel est l'intérêt, en fait. Puisque déjà, s'il y a des doutes par rapport à la possibilité de l'avoir, si les pourcentages sont élevés, on est comme je te disais, si ta maman a déjà eu, si ta grand-mère a déjà eu, tu fais partie des personnes qu'on dépiste même s'il n'y a rien. Donc, imagine quelqu'un qui... comment on appelle ça, un malade imaginaire, quelqu'un qui est un peu hypocondriaque et qui demande ça tous les 3 mois. C'est compliqué. Surtout que les places sont chères.
Ouais. Prendre rendez-vous, c'est pas évident. Donc, autant laisser la place aux gens Dans la qui ont un doute. nécessité, quoi. Si le médecin considère qu'il n'y a pas de nécessité d'y aller, ben non. C'est vraiment s'il y a un problème, là, on fera C'est ça. la mammographie, quoi. Si vraiment Mais on c'est voit pas qu'il y sur a un demande, problème, en fait. quoi. C'est pas Ouais. je souhaite une mammographie pour me rassurer, etc. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose. Je dis, il faut vraiment laisser la place aux gens qui ont une grosseur, qui ont un doute réel et machin, pour que ça soit pris à temps, parce que c'est quand même dommage de se faire dépister rapidement et d'attendre 3 mois de pouvoir Ouais, aller c'est faire ça. ton... De pouvoir faire l'examen qui va C'est venir ça. confirmer tout ça, quoi. Donc éviter d'embouteiller. Ouais. Mais de toute façon, le médecin le dit clairement que S'il y a besoin s'il ou le pas, fait, quoi. c'est qu'il y a un doute, et dans ce cas-là, très bien. Ok. C'est ce que je fais quand ma voiture couine. Bah très bien. Mettre de la musique quand il y a des bruits bizarres. Ouais, la politique de l'autruche, ok. Ah ouais, ça se comprend après, genre la peur de s'exposer à ça et... Puis si c'est là, c'est que c'est réel. Enfin, t'as plus de doute, donc c'est réel. Ouais. Et puis tu peux pas Tu te dis ignorer. que, éventuellement ta vie elle sera plus jamais pareille et C'est un est-ce que peu... t'es prêt à accepter, quoi. On peut prendre un exemple, hein, c'est comme ton compte en banque, tu sais que t'as craqué ce mois-ci, mais tu préfères pas regarder Le déni. parce que tu te dis, mon Dieu, je suis peut-être avec un peu de chance, je serai à moins 200, alors que tu te doutes bien que c'est plus vers les moins 800, tu vois. Puis tu t'en rends compte quand tu vas à la caisse, du coup. Et que... C'est ça. Et puis Bon, ça bah, passe pas. demi-tour. Hein. T'attends ta paye, Ah, t'as tu pas ta l'as, carte tu avec dis, toi ah merde. Je l'avais. Voilà, c'est un peu l'effet compte en banque. Bah, il vaut mieux regarder et se dire, je vais me calmer. Mon record, c'est 5 mois sans regarder mon compte. Bah, c'est bien, pote, c'est bien. Vis dans l'incertitude. Ce sera pas notre cas. J'en connais qui n'ont jamais regardé leur compte, moi. Waouh. Ouais. Ouais, en fait, c'est un peu un rêve, hein, de se dire, je Bah, regarde pas. moi, je sais, quand j'étais étudiante, je le regardais pas parce que j'avais trop peur. Ouais. Je savais très bien qu'il allait pas avoir grand-chose. Moi, Voire, moi, je regardais tout le temps. Et c'était après quand t'allais t'acheter à manger pour la semaine et que tu disais, ah bon, bah, on va manger de l'air, quoi, c'est sympa. Je vais manger de l'eau, du robinet. Au moins, on meurt pas de soif, quoi, c'est cool. Moi, je sais que moi, je le regardais beaucoup, beaucoup, mon compte en banque, parce que bah, je suis un peu anxieuse de base, donc voilà. Mais je le regardais parce que j'ai pas le droit au découvert, moi. Donc forcément, j'étais C'est obligée terrible, hein. de tout calculer en fonction, et bah, ça se reflète un peu dans ma vie aussi de tous les jours. Je me dis, bon, au cas où, si C'est je peux ça. le faire maintenant, en fait, bah, je vais le faire, et si ça confirme que j'ai rien, bah, tant mieux, et si j'ai un truc, bah, au moins Mais je pour sais, le quoi. dépistage, dis-toi que c'est exactement comme ton compte en banque, ça sert à rien de le regarder 3 fois par jour. C'est ça, Ça changera pas des masses. Le regarder 2 à 3 fois par semaine, c'est bien. c'est ça, ouais. Voilà. Ben, pour l'imagerie, c'est exactement pareil. Si t'appelles ton banquier qui te dit tout va bien, pas besoin de paniquer, c'est que tout va bien, pas besoin de paniquer. Ok, bon, parfait alors. C'est parfait, c'est parfait. Ben, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Comment vous avez trouvé vos interventions, l'intervention générale, l'émission? Alors l'émission, bien. Hein. Oui, c'est sympa. J'ai trouvé assez intéressant de parler de tout ça. Enfin, Ouais. parce que moi, j'y connais pas grand-chose. Je me suis jamais trop intéressée à tout ça. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Et puis d'avoir l'avis d'une sexologue aussi, c'était hyper intéressant. Ouais, je comprends. Toi, pour l'avis de la professionnelle qui voulait tester éventuellement le podcast, comment t'as trouvé? Tester éventuellement, c'est clair que là, c'est pas éventuel. C'est pas éventuel, là. Non, c'était très agréable, beaucoup plus que ce que j'aurais cru. Ah bah tant mieux alors. Donc, L'expérience était Non, plaisante. non, très bien. Écoute, Parfait. mon intervention, j'en sais rien, vous le direz après. On verra les commentaires. C'est ça, mais non, en tout cas, ravi d'avoir été là. En tout cas, la régie dit que c'était super. Bah, parfait, merci la régie. Ils sont trop forts à la régie. Faites coucou la régie. Ils sont pas calmes. Mais ils sont présents, ils sont là pour notre bien-être, pour que tout soit beau. On a un magnifique décor, des magnifiques lumières, des très jolies caméras, angle caméra en tout cas, donc merci à eux. Attends. Dans un commentaire, j'ai vu... Alors, pour le coup, ma mère a eu un cancer du sein. J'ai de la matière à palper, je suis pas certain d'y aller un jour. Ah oui, c'est Ok. d'aller te faire dépister. Il faudra t'y ailles un jour, ce serait quand même intéressant pour toi. Hein.
Alors, on nous dit que les sujets étaient intéressants, donc ça, c'est très gentil. On va conclure là-dessus. Merci à vous, en tout cas, d'être venus. Merci, Arietta. Merci, Dina, d'être venue. Ça a été très gentil et très cool d'animer avec vous, en tout cas. Donc, prenez soin de vous, et puis à bientôt.